Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On a le plaisir aujourd'hui d'utiliser et d'honorer cette belle salle pour cette nouvelle année avec cette première conférence. Et quelle conférence! C'est une conférence qui me tient particulièrement à cœur parce qu'effectivement, Jean-Christophe Maisonneuve, que vous allez voir aujourd'hui, est plus qu'un professionnel que j'admire, mais c'est aussi un ami et une personne qui compte beaucoup. Et puis, c'est aussi l'occasion de bien démarrer l'année. C'est pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, il est à la fois conférencier, il est préparateur mental, mais il est également l'auteur du livre « La performance d'une vie », qui est assez exceptionnel. C'est un mélange à la fois d'histoire, de vie, mais également d'analyse, de regard porté, avec un petit peu plus d'expérience et de maîtrise de son sujet, de la connaissance de soi et de la préparation mentale. Et donc, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, à pouvoir le lire, parce que je vous avoue que ça remue. Ça remue, on apprend beaucoup à la fois sur soi, mais également sur l'humain, de manière générale. Donc ce soir, vous allez vivre une expérience exceptionnelle. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez de quoi noter aussi. Et puis j'espère que vous avez juste envie d'expérimenter quelque chose pour vous permettre de passer une année 2024 qui sera merveilleuse. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous invite à accueillir chaleureusement Jean-Christophe Maisonneuve. Merci. Je suis ravi d'être là, je suis ravi d'être parmi vous. Merci Julienne. La zapette. Merci aux Arts et Métiers de m'accueillir et de m'avoir proposé cette conférence. Merci Julienne et son collègue, sans qui cette conférence n'aurait pas lieu. Donc merci à eux. Alors, ce soir je vais parler de vous, ou je vais vous parler de vous. Ce soir, le sujet, c'est vous. C'est comment vous allez pouvoir être le champion du monde de votre propre monde. Et pour vous parler de vous, je vais parler de moi. Je vais parler de moi, un petit peu. Mais l'objectif, c'est que vous arriviez à comprendre qui vous êtes. Alors, quand j'étais petit, parce que j'ai été petit, ça m'est arrivé pas longtemps, mais j'ai été petit. Quand j'étais petit, j'avais un père qui était plutôt autoritaire. Et pour lui, il fallait être premier, tout le temps, dans tout. Et si on n'était pas premier, on était nul. C'est comme ça. Premier ou nul. Donc autant vous dire que j'ai été plus souvent nul que premier. Mais ça a eu un impact quand même conséquent sur ma relation à la perfection. Et du coup, il m'a répété systématiquement que j'étais nul puisque j'étais pas premier. Même si j'étais deuxième. Hein. Deuxième, c'est pas premier, donc on est nul. C'est comme les matchs, quand on fait un match de tennis, il y a un gagnant, un perdant. Ça ne veut pas dire que le perdant est nul, mais en tout cas, il n'a pas gagné. Et bien moi, j'étais nul. Et à force de l'entendre, pendant ma scolarité, j'ai fini par m'en convaincre. Et j'étais persuadé qu'à un moment, j'étais nul. Et les profs, ils vous aident à comprendre ça. J'espère qu'il n'y a pas de profs ce soir. Les profs, ils en rajoutent un petit peu. C'est-à-dire que vous avez 15 en français, vous avez 18 en histoire, tout va bien, et puis vous avez 6 en maths. On fait un arrêt sur les maths, et là, c'est pas bien. Les maths, c'est pas bien. Le reste, on vous en parle pas, c'est très bien, mais on vous le dit pas. Donc en fait, tout est fait dans notre système pour qu'on croie qu'on est nul quand on n'a pas les résultats d'être premier. J'ai, du coup, fait mes études difficilement, parce que je me suis convaincu que j'étais pas très bon. Du coup, j'ai repiqué ma 6e, j'ai repiqué mon bac. Entre les deux, le parcours était chaotique. Je suis passé, mais c'était compliqué. Et puis en 3e, pour le coup, j'étais déjà plus petit, puisque je faisais déjà la taille que j'ai aujourd'hui. Donc à l'âge de 14-15 ans. Et là, pour le coup,
vous avez des présidents de club, des entraîneurs de rugby, de judo, qui viennent vous voir et qui vous disent « Waouh, tu te rends compte de tout ce que tu peux faire avec ton gabarit ? Tu te rends compte un petit peu, j'aimerais bien t'avoir dans le club avec moi. Ce serait cool de... Tu veux pas venir essayer ?» Et là, on m'a plutôt fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on m'a plutôt valorisé. On m'a pas limité, au contraire. On m'a valorisé sur mon gabarit et tout ce que je pouvais imaginer pouvoir faire avec mon gabarit. Alors, il m'a quand même fallu un peu de temps de réflexion, 1 ou 2 ans. Et puis finalement, j'ai intégré un club de rugby. Et évidemment, 0 limite. Donc, j'arrive, je me dis, j'y vais, on m'a valorisé. Qui est le premier gars que je plaque ? Le gars le plus costaud. Le gars le plus costaud de l'équipe en place. Et j'y vais, et je le prends alors que personne n'osait le prendre, parce qu'il y avait des épaules déboîtées ou autres. Moi, j'y vais, je le prends, je le retourne. En fait, ça veut dire simplement... ce qui s'est passé, c'est qu'en 3 ans, je me suis retrouvé en première division. Pourquoi ? Parce que j'avais 0 limite dans ce que je pouvais faire. C'est vraiment la différence entre ce que j'ai intégré de ce qu'on m'a dit sur le domaine intellectuel, où j'étais persuadé que j'étais nul, et puis d'un autre côté, j'ai intégré ce qu'on m'avait dit en me disant, physiquement, t'es capable de tout. Donc il y avait un écart entre ce que j'étais capable de faire physiquement et ce que j'étais capable de faire intellectuellement. Résultat, ça s'est équilibré. Ma confiance et mon estime se sont équilibrées. Et j'ai passé mon bac, et j'ai fait mon master tranquillement, j'ai pas repiqué 1 année, tout s'est bien passé. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire qu'on est sujet à ce qu'on nous a toujours répété, à ce qu'on a toujours entendu, à ce que les gens ont dit de nous, et ce qu'on en a perçu, ce qu'on en a compris ou pas, comment on l'a intégré consciemment ou pas. Et tout l'objet de ce soir, ça va être ça. Ça va être de comprendre ce que les gens ont pu dire de nous et quel impact ça a sur nous. Alors quand c'est positif, c'est bien. Si ça vous aide à jouer en première division, c'est cool. Mais quand ça vous freine au quotidien, sans que vous en soyez conscient, là c'est problématique. Alors, dans la vie, il y a des victoires. On va pas mal parler de sport ce soir. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais on va pas mal en parler. Dans cette année olympique, on va quand même faire quelques allusions. Donc il y a des victoires, et puis on a aussi des défaites. On a des défaites, on a des blessures, il se passe toujours des trucs un peu compliqués. Et vous voyez que, quelle que soit la victoire, quand vous regardez les visages, quelle que soit la défaite, voire la blessure, qu'est-ce qu'on retrouve ? Les émotions. Dans notre vie, les émotions sont partout. On les retrouve tout le temps. On est l'expression, nos comportements sont l'expression de nos émotions. Et les émotions, elles sont là tout le temps, et pour savoir où on va, pour savoir ce qu'on fait, il faut comprendre d'où elles viennent, ce qu'elles veulent dire, quel est le message qu'elles nous envoient, et comment on les gère quand le message n'est pas super. Alors il y en a, c'est très bien, il y a des émotions qui nous rendent joyeux, et puis là on n'a pas envie de chercher pourquoi, on est super content et on veut le vivre, on veut kiffer le bon moment. Puis il y a les émotions, la peur, la colère, la frustration. Ça c'est quand même sympa d'identifier pourquoi elles arrivent, parce qu'elles ont un impact dans notre comportement. Et ça va être tout l'objet de ce qu'on va voir ce soir. Alors du coup, comment elles se traduisent ? Souvent, une émotion, ça se traduit par la peur de quelque chose. On a peur du regard de l'autre, on a peur de ne pas être capable de, on a peur de gagner, on a peur de perdre, on a peur du succès. Je connais des entrepreneurs qui ont peur du succès. On peut avoir peur de perdre un job, on peut avoir peur du contexte économique, du contexte politique, on peut avoir peur de plein de choses. Et quand je dis peur, c'est... parce que la peur, pour moi, c'est la patronne des émotions. C'est celle qui vous permet de rester en vie. C'est celle qui, quand vous sortez, vous permet de pas avoir peur d'avoir peur du camion qui
pourrait potentiellement vous écraser. Donc, tout le temps, tous les jours, il y a une façon de vivre une émotion et qui vous freine, qui peut vous freiner, qui peut vous bloquer dans vos actions quotidiennes. Alors ce soir, vous allez repartir avec 3 clés. 3 clés pour surmonter les blocages, parce qu'on en a tous. À un moment ou à un autre, on a un blocage, on a un frein. Si c'est pas un blocage, c'est un frein. Et pour atteindre une performance durable et sereine. Alors, je vais revenir après sur le terme de performance, parce que on peut ne pas être d'accord sur l'interprétation du mot. Ça peut engendrer comment on appelle ça, des perceptions différentes. Alors, avant ça, je vais reprendre un petit peu qui je suis. Donc Jean-Christophe Maisonneuve, donc j'ai joué au rugby, vous l'aurez compris, j'ai fait aussi pas mal de volets après en national. Au rugby, j'ai joué en première division au Racing. Je suis aujourd'hui coach et préparateur mental. Entre les deux, j'ai fait 20 ans de management dans la distribution. Donc j'ai animé des magasins. On a travaillé sur la performance des boutiques. Et puis récemment, l'auteur de La performance d'une vie. Alors, on se dit, c'est quoi le fil rouge de ce parcours? Quand j'étais sportif, on travaille sur la performance. On bosse, on va s'entraîner, on fait des sacrifices, de temps en temps on se blesse, de temps en temps c'est top, on a des victoires, des défaites, et encore plus au rugby, on met l'individu au profit du collectif. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui, en moi, permettait à l'équipe de gagner. Dans mon rôle, qu'est-ce qui permettait à l'équipe de gagner? Alors il se trouve que j'étais 2e ligne. Donc évidemment, mon rôle c'était de protéger les autres. Mais voilà, c'était un rôle spécifique. Et comment moi je pouvais le faire le mieux possible pour faire réussir l'équipe, pour que l'équipe soit performante. Professionnellement, dans l'animation de magasin, on parle de performance quand on parle de rentabilité d'un magasin. Il faut qu'il dégage du chiffre, il faut que ça fasse un peu de pognon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que l'équipe, elle soit au top pour vendre. Il faut qu'on ait les produits, donc il faut qu'on ait du stock, il faut qu'on ait un merchandising qui tienne la route, il faut que les équipes soient formées aux produits, etc., pour être le plus efficace à la vente, pour que le magasin soit performant et donc rentable. Et aujourd'hui, je suis préparateur mental, c'est-à-dire que je vais accompagner chacun d'entre vous à être performant, c'est-à-dire à jouer en première division. Je vais vous accompagner à être le champion du monde de votre propre monde. Je vais aller chercher chez vous, ou je vais vous aider à trouver chez vous ce qui vous permet d'être le meilleur dans ce que vous faites. Que vous ayez conscience que vous avez tout en vous pour être le meilleur dans ce que vous faites. Alors vous me direz comment on passe. Mon dernier poste professionnellement, c'était directeur retail chez L'Oréal. J'avais 3 enseignes de maquillage sur la France entière. Et on dit comment on passe d'un poste de directeur retail chez L'Oréal, plutôt c'est plutôt pas mal comme situation, à un poste de coach préparateur mental où on repart de zéro. Parce que c'est une reconversion que j'ai faite il y a un peu moins de 6 ans. Et en fait, évidemment, comme dans toute reconversion, il y a un événement de vie qui fait que l'événement, c'est la maladie de mon fils. Moi, j'ai 2 enfants, ils ont aujourd'hui 23 et 20 ans, et mon fils, qui est un sportif, enfin les deux sont sportifs, mais lui a commencé la compétition très tôt. À 8 ans, il était champion de gymnastique au Val d'Oise. À 5 ans, il a été sélectionné par la Fédé de tennis pour jouer au niveau de la Ligue. Il a été champion du Val d'Oise jusqu'à ses 12 ans. Après, il s'est mis au hockey sur glace. Il a fait du hand. En 3e, il a été sélectionné en sélection Île-de-France et au PSG. Et à la rentrée en seconde, on lui dit on va faire un petit break parce que là, tu as une leucémie. Bon. Alors moi, les 3 exemples de leucémie que je connaissais, ils en sont morts. Donc l'annonce, elle n'est pas forcément réjouissante. Et puis, les médecins vous annoncent qu'il y a 70% de chances qu'ils s'en sortent.
Bonne nouvelle. Et là, lui comme nous, avec sa mère, ça a été porte de sortie. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif qui était de faire partie de ces 70%. Et là, on a réagi comme des sportifs. On a réagi avec, c'est le match de sa vie, tous les points comptent. Et pour le coup, au premier degré, le match de sa vie. Et là, on est sorti du carcan victime malade, et il ne s'est pas vu malade pendant sa maladie. Il s'est vu, voilà, j'ai un objectif, et voilà comment j'ai des choses à respecter, j'ai des choses à faire, il y a un protocole à suivre, ben ça je vais le faire. Tout ce que je maîtrise pas, je m'en occupe pas. La maladie, ce qui va se passer, etc., je le maîtrise pas, les médecins non plus, ça peut être comme ça, ça je vais pas dépenser d'énergie dessus. Par contre, le protocole, les ponctions lombaires, les myélogrammes, là, les piqûres dans le sternum, la chimio, les cathéters et tous ces trucs-là, il l'a accepté très rapidement. Pour lui, une fois qu'il était passé en mode, j'allais dire en mode warrior, mais en mode sportif, en mode combat, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, quand j'en parle avec lui, ça fait 6 ans, bientôt 7, il va très bien, il a fait le marathon de Paris l'année dernière, et vous allez voir, il n'a pas du tout le gabarit, c'est comme si vous me demandiez de faire le marathon de Paris. Je ne suis pas la caricature du marathonien. Aujourd'hui, il va bien, et quand on lui en parle aujourd'hui, il dit le souvenir que j'en ai, c'est un gros rhume. Quand il parle de ça, il dit moi le souvenir que j'en ai, c'est un gros rhume, je ne me suis pas vu malade. Donc mentalement, il a été capable d'effacer une partie de la réalité pour se construire la sienne. Alors je dis ça aujourd'hui parce qu'il s'en est sorti et que tout va bien. Je dis pas que s'il y était resté, je tiendrais le même discours. Mais peut-être que la façon dont il s'y est vu a participé à sa guérison. Je lance une polémique, mais en tout cas, voilà. Alors, ça c'est juste pour la petite histoire, hein. Voilà, au départ en 2015, et puis ça c'est 3 ans après. Donc il s'est remis, voilà. Et il est très fier de ses cheveux. Ça c'est juste pour la petite histoire aussi. Alors, du coup, on parle de performance. Parce qu'il en a une de performance lui aussi, quand il est passé au-dessus de ça. Quand il a dépassé ça, en cette année de JO par exemple, quand on parle de performance, c'est qu'on dit la performance au JO, c'est d'être sur le podium. Mais la performance, c'est bien plus que ça. Il y a la performance qu'on voit, effectivement, c'est le podium, c'est la coupe, c'est être premier, c'est être sur le devant de la scène. Mais on oublie que pour arriver là, il a fallu faire des sacrifices, il a fallu souffrir, il a fallu s'entraîner, il a fallu du temps, il a fallu peut-être traverser des blessures, il a fallu faire plein de choses. Et ça, on ne le voit pas. Et souvent, on dit ton monde intérieur révèle ton monde extérieur. C'est exactement ça pour moi la performance. C'est ce que vous avez à l'intérieur qu'il va falloir révéler, et c'est la façon dont vous allez briller qui va donner cette impression de performance. Quelqu'un qui est 4e au JO, souvent on dit « Ah, c'est la pire des places, il n'est pas sur le podium. » Oui, mais moi j'aimerais bien être qualifié au JO, déjà. Pouvoir participer à des JO, c'est top. Donc c'est déjà une performance. Quand on sait d'où viennent les sportifs, la qualification des JO, c'est une énorme performance. Et ensuite, c'est, en y participant, finir 4e, c'est une super victoire. Donc, il y a plein de façons de transformer la performance. Et évidemment, professionnellement, ça peut se traduire de différentes manières aussi. Performer au boulot, c'est pas forcément être le premier ou avoir le plus gros chiffre d'affaires, ou avoir le magasin qui fait le plus de chiffres, ou avoir le plus de clients, ou etc. Performer, c'est peut-être aussi faire en sorte d'être complètement aligné avec toutes nos méthodes, tout ce qui nous permet de vivre le mieux possible, ce qui va nous permettre d'arriver au résultat attendu, au résultat qu'on souhaite. En fait, un résultat, ce n'est que la conséquence de tout ce que vous mettez en place avant. Et donc, votre performance, elle tient dans tout le chemin pour arriver à ce résultat.
C'est Michael Jordan qui disait qu'il avait raté plus de 9000 tirs dans sa carrière, qu'il a échoué un nombre de fois pas possible, qu'il a fait je sais pas combien de matchs, qu'on lui a demandé de shooter les points décisifs et qu'il les a ratés, et puis qu'il a raté encore et encore, et que c'est pour ça qu'il a réussi. Donc ça, c'est juste pour remettre un petit peu la notion d'échec au milieu de la performance, c'est-à-dire que l'échec fait partie de la performance. Il fait partie de la réussite. C'est parce qu'on échoue qu'on réussit. C'est comme ça qu'on apprend. C'est bon jusque-là? La place du mental dans la performance, du coup, ça va être le sujet. Alors, en préparation mentale, on utilise plusieurs outils, plusieurs domaines d'intervention. On va intervenir sur la motivation, sur la fixation d'objectifs, sur la confiance en soi, sur la gestion du stress. On va parler de routine de performance, de discours interne, et on va parler d'imagerie mentale ou de visualisation. Alors ça fait pas l'unanimité souvent. Quand on parle de préparation mentale, souvent il y en a qui disent « Ah oui, c'est des gourous ». Les fameux gourous en préparation mentale, ils font un petit peu à leur sauce, ils font « comme ça » et ça y est, on est performant ou on ne l'est pas. D'ailleurs, la formation en France en prépa mentale, elle est encore pas très reconnue. En tout cas, le chemin pour y arriver n'est pas forcément le même pour tout le monde. Alors, je vais vous proposer un petit jeu, si vous êtes OK. Je vais vous inviter à vous lever. Alors, vous inquiétez pas, vous n'allez pas transpirer, vous n'allez pas... C'est cool. On va y aller tout cool. Je suis plus tout jeune. J'y vais tranquille. Et ce que je vais vous proposer, ça va se passer en 3 temps. Il y en a pour 5 minutes. Hein. Déjà, c'est de vous espacer un petit peu, de façon à ne pas éborgner votre voisin. Voilà, un espace devant-derrière pour pas éborgner votre voisin. Donc normalement, la salle est assez grande. Vous ne devriez pas vous rentrer dedans. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de faire un mouvement, de suivre le mouvement que je vais faire. Vous allez faire exactement la même chose que moi. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous demander de rester immobile, de fermer les yeux si ça vous aide, et moi je vais vous guider par la voix à imaginer que vous êtes en train de faire un mouvement. Et dans un troisième temps, on refera tous le mouvement ensemble physiquement. Ça vous va? Alors, on se tient bien droit, respirez tranquille. Vous allez lever la main droite, le bras tendu, et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous allez aller chercher le plus loin possible derrière, sans bouger les pieds, le plus loin possible. Et une fois que vous êtes au plus loin, vous essayez de fixer un point sur le mur qui indique l'endroit où vous êtes allé. Donc vous regardez l'endroit où vous êtes allé le plus loin possible, et vous revenez. Voilà, vous pouvez... Alors maintenant, vous ne bougez plus, et c'est moi qui vais vous guider sur ce que vous allez imaginer. Ce que je voudrais, c'est que vous imaginiez, donc vous fermez les yeux si vous avez envie, imaginez que vous êtes en train de vous regarder dans un miroir, de plein pied, et vous vous voyez là, maintenant, donc vous voyez comment vous êtes habillé, vous voyez votre tenue, vous voyez peut-être la salle, le contexte, vous m'entendez, et dans ce miroir que vous voyez vous, dans lequel vous voyez vous êtes en train de vous voir lever le bras. Alors le bras droit du coup c'est le bras gauche dans le miroir, et puis le bras il se décale, il tourne, vous restez immobile, vous ne bougez pas, et alors que dans le miroir vous êtes en train de le regarder tourner. Et il tourne, il disparaît derrière vos épaules, jusqu'à même réapparaître de l'autre côté. Un peu comme les Égyptiens. Vous avez l'épaule gauche qui prend la place de l'épaule droite, etc. Et vous voyez dans le miroir comme ça. Vous revenez, le bras revient à sa place, on le refait encore une fois, vous êtes dans le miroir, vous voyez votre tenue, votre pull, votre jean, votre pantalon, votre veste, peu importe, et vous voyez votre bras qui tourne, et qui disparaît derrière, et vous le voyez réapparaître de l'autre côté tellement vous allez loin, et il revient. Et maintenant, on va le faire une troisième fois dans un mode encore différent, c'est-à-dire que toujours sans bouger, vous allez imaginer, non pas que vous vous regardez dans un miroir, mais que vous vous regardez par l'intérieur de vos yeux.
Donc là, ce ne sont plus des images, ce seront des sensations. Donc vous sentez votre bras se tendre devant, vous sentez les deltoïdes, le bras tendu, le coude tendu, jusqu'au bout des doigts. C'est tendu, et vous commencez à tourner. Donc en tournant, vous le sentez dans l'épaule, vous sentez vos omoplates qui se resserrent, et puis au niveau du bassin et des obliques, vous sentez que ça tourne, que ça tire encore, vous sentez que les genoux ont envie de suivre, peut-être même les pieds, ils aimeraient bien tourner. Et vous tournez, et presque comme un bonhomme en caoutchouc, vous faites presque un 360. Et vous sentez que ça tourne, que ça tire, que vous êtes ultra souple, et vous revenez. On le refait encore une fois, vous sentez votre épaule se tendre, votre bras se lever, vos doigts tendus, ça tourne, vous sentez vos omoplates se resserrer, les abdos tirés, les obliques ça tire, mais en même temps c'est souple, vous allez très loin, ça tourne. Vous pouvez presque avec votre bras droit toucher votre hanche de l'autre côté, tellement vous êtes souple. Et vous revenez. Maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux. Et on va le faire comme la première fois, physiquement en réel. Donc on lève le bras droit et on tourne. On tourne dans le sens d'une montre. Et vous allez chercher le plus loin possible. Le plus loin possible. Et vous fixez un point. Et vous revenez. Petite question, est-ce que certains d'entre vous sont allés plus loin que le premier? Qui n'a pas été plus loin? Voilà. Alors, je vous invite à vous rasseoir. Qu'est-ce que nous montre cet exercice? Tout simplement que votre cerveau est plus puissant que la simple volonté. C'est-à-dire que vous êtes capable aujourd'hui, en utilisant votre cerveau et l'imagerie à travers votre cerveau, d'aller beaucoup plus loin que la simple volonté d'aller le plus loin possible. Ça en dit long. Ça en dit long sur les capacités de notre cerveau à faire des choses. Notre mental est un outil ultra puissant. Aujourd'hui, on le sait, pour les sceptiques éventuels qui étaient là et qui sont allés plus loin, c'est quand même une preuve, avec ce qu'on vient de faire, qu'avec le cerveau, on peut aller plus loin. Alors, ça a énormément de domaines d'application. Ce petit exercice-là, il ouvre énormément de champs d'application au quotidien. Et moi, j'aime bien, quand je me présente, parler de la prépa mentale en disant, en fait, la préparation mentale, elle vous suit toute la journée, voire 24 heures sur 24. Pourquoi? Quand vous vous levez le matin, vous avez la possibilité de vous dire « Oh, j'ai mal dormi, j'ai pensé à tous mes mails, tous mes dossiers qui n'étaient pas complets, puis j'avais une présentation ce soir et ça a tourné toute la nuit, j'ai mal dormi. » Mais, et la journée, ça va être une catastrophe. Mais vous pouvez vous dire aussi, peu importe comment j'ai dormi, je décide qu'aujourd'hui, ça va être une putain de belle journée. Et là, ça va changer un petit peu votre perception de la journée. Et puis, vous avez, mine de rien, quand vous vous levez, vous avez des routines. Vous allez prendre la douche, vous allez prendre votre café, vous vous habillez comme ça, dans tel ordre, chacun son ordre. Je ne m'immisce pas dans la façon dont vous faites tout ça. Il y en a qui peuvent commencer par le café avant de s'habiller, ça c'est à voir. Et du coup, c'est une routine. À quoi elle sert cette routine? À éviter de se charger la tête mentalement pour penser à ne pas oublier de faire ça, ne pas oublier de faire ça. La routine, elle sert à automatiser des tâches et vous permettre de justement vous concentrer sur ce qui va arriver et de vous donner des objectifs à la journée ou une vision. Ensuite, vous partez et dans la journée, il faut être concentré. La concentration, c'est quelque chose qu'on travaille en préparation mentale grâce à la respiration et à l'imagerie mentale. Et puis dans la journée, il faut aussi récupérer, être capable de récupérer. Parce que si on est toujours à fond, si on stresse, il faut être capable d'équilibrer tout ça
et être capable de prendre du recul. Et donc jusqu'au soir, comme ça, tout ce qui va vous arriver, en prépa mentale, on peut vous accompagner pour faire en sorte que ce soit fluide, pas trop brutalisant et autres. Et le soir, quand vous vous endormez, vous penserez à moi aussi. Vous avez des méthodes de respiration ou de visualisation qui vous permettent d'éviter d'être envahi par toutes ces pensées qui débarquent à la seconde, tout le temps. Et si vous avez le malheur de choper une pensée qui va générer plein d'autres pensées, là c'est foutu. Donc il y a des techniques pour apprendre à se libérer des pensées, on va dire, parasitantes. Voilà la prépa mentale. Alors, en gros, c'est quoi le problème avec les émotions ? Les émotions, en fait, pour gérer ça, c'est de comprendre ce qui bloque, comprendre ce qui nous freine, comprendre ce qui fait peur. C'est la comparaison, le jugement. C'est essayer de mettre un mot dessus pour avoir un peu de clarté. Sauf que quand on ne sait pas pourquoi on a peur, on ne sait pas pourquoi là j'y vais pas, pourquoi je pourrais y aller, là j'y vais. Pourquoi quand je vais bosser, j'y vais en reculant parce que je sais que mon patron ou mon collaborateur, je le supporte plus, etc. Comment je fais pour dépasser tout ça ? Quand on est dans ce brouillard de pas savoir pourquoi j'y vais, où je vais, comment j'y vais, c'est fatigant, c'est épuisant, et puis on finit même par y perdre confiance, par possiblement perdre son estime de soi, parce qu'en fait, on ne sait pas si nos actions ont un résultat. On ne sait pas si ce qu'on fait a du sens, on ne sait pas si ce qu'on fait apporte quelque chose. Et au final, on fatigue. Au final, on perd sa motivation, et puis ça finit en burn-out. Donc on a les moyens de combattre ça. Et le meilleur moyen, c'est de faire attention. C'est de faire attention à tous les clignotants que nos émotions nous envoient. Parce que chaque clignotant a un sens. Chaque clignotant vient de quelque part et nous envoie un message pour qu'on réagisse de telle ou telle manière. Mais pour savoir ce que ça veut dire, il faut connaître le mode d'emploi. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, tous ces messages, ce sont des forces. Ce sont des choses qui vous aident à avancer. Petite comparaison, vous êtes en voiture, vous avez passé une super journée, vous êtes fatigué, et vous n'avez qu'une envie, c'est de retrouver vos enfants, votre conjoint, à la maison, tranquille. Votre voiture, vous avez le voyant de batterie qui s'allume. Vous dites, je verrai ça demain. Je rentre, je suis tranquille, je verrai ça demain. Puis là, boum, un autre clignotant, là, un truc de l'huile qui chauffe. Pas de bol, mais je verrai ça demain, parce que là, ce soir, j'ai vraiment pas envie. Et puis, si vous faites pas attention, panne d'essence ou machin, ou moteur qui chauffe ou autre, vous risquez quoi ? De vous foutre en l'air en voiture. Vous risquez l'accident avec quelqu'un si vous perdez le contrôle de la voiture parce qu'elle a un défaut ou autre. Vous risquez de vous foutre en l'air. Si on élargit la comparaison, dans la vie, il y a plein de clignotants. Je fatigue. Le boulot, il y a un truc qui me fatigue. Quand je rentre chez moi, ça se passe pas bien, ça me fatigue, ça me frustre, ça me rend en colère. Il y a des choses, il y a des alertes dans la vie sur lesquelles vous ne pouvez pas passer à côté. Mais vous vous dites, allez, je mets ça sous le tapis, et puis on regardera ça plus tard. Mais sauf que si vous faites pas attention, ligne droite sur la dépression, sur la fatigue, et vous allez bousiller votre vie. L'objectif, imaginez quand même que vous êtes une machine full option. Vous avez tout en vous, vous avez toutes les options. Hein. En vous, vous avez toutes les options pour être le champion du monde de votre propre monde. Sauf qu'il faut le mode d'emploi, il faut savoir comment ça s'utilise. Et ça demande à bien se connaître. Alors, moi j'ai sorti une méthode VIP. Ça c'est génial. La méthode sur la vision, l'identité et la performance. Si vous avez une vision claire et inspirée, si vous savez où vous allez, si vous savez, c'est Sénèque qui dit « Il n'y a pas de cap à celui qui ne sait pas où il va ». Si vous fixez pas un cap, pour ceux qui font un peu de voile, vous allez faire ça.
et puis vous n'allez jamais arriver là où à votre destination. Donc il faut se fixer un cap dans la vie. Il faut savoir où on y va. Plus c'est clair, plus le chemin pourra être escarpé, mais malgré tout, vous savez où vous irez. L'identité, c'est primordial de savoir qui on est. Il faut que vous sachiez que vous êtes tous uniques. Et ce qui est important, c'est de révéler votre unicité. J'aime bien ce terme. Qu'est-ce qui vous rend unique? Votre éducation, vos valeurs, la façon dont vous avez appris les choses, donc tout le système éducatif, vos parents, vos frères et sœurs, votre histoire, d'une manière générale, vous rend unique. Vous avez tous des histoires différentes. Même dans la même famille, que vous soyez frères et sœurs, vous avez tous des histoires différentes. Là, dans le livre que j'ai sorti, je me suis rendu compte, en ayant mes frères et sœurs au téléphone, qu'il y a des épisodes de vie qu'ils n'avaient absolument pas en souvenir. Non pas en souvenir, je ne m'en souviens plus, mais je ne l'ai pas vécu comme ça. Donc ils ont vécu les choses de façon différente. Ce qui montre bien qu'on est unique par rapport à un événement. On va revenir sur les croyances. Et tout ça, une fois que vous savez qui vous êtes, ça vous permet d'être performant. Parce que si vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas peur du regard de l'autre, vous n'avez pas peur de la critique, vous n'avez pas peur de ce que les gens peuvent penser, et vous n'avez pas peur d'avancer. C'est Tony Robbins qui dit une fois que vous savez qui vous êtes, vous n'avez plus peur de rien. Et quand on est sûr de soi, ceux qui sont sûrs de soi, on les voit. On les voit, ceux qui ont de l'assurance. Que ce soit sur un terrain de sport ou dans un milieu professionnel, on les reconnaît, ceux qui sont en pleine confiance. Alors, les 3 clés qu'on va évoquer pour mieux utiliser nos émotions, on va parler des croyances, on va parler du stress et on va parler du discours interne. Mais pour parler des croyances, il faut d'abord qu'on comprenne comment ça fonctionne. Il faut savoir, c'est Brooke Castillo, qui est une psychologue américaine, qui a modélisé le système de pensée qui s'appelle le système PEER. En fait, les pensées génèrent des émotions, nos émotions génèrent des actions, et donc nos actions génèrent un résultat. Et ce résultat va générer une nouvelle pensée, qui va générer une nouvelle émotion, une nouvelle action, etc. Donc vous imaginez que si la pensée au départ est positive, tout va bien. Pensée positive, émotion positive, l'action va être top, et on est dans un cercle vertueux. Mais si la pensée de départ, c'est pas la bonne, là on va tomber dans des trucs, et puis on va tourner en boucle sur des choses qui vont pas nous aider à sortir la tête de l'eau. Un petit exemple, avant de revenir sur la citation de Bouddha, un petit exemple. J'arrive à un tournoi de tennis, et mon adversaire, il se trouve que c'est celui qui m'a déjà battu 3 fois, sur 3 tournois précédents. Ma première pensée, c'est je vais perdre mon match, il est trop fort. Donc je viens encore à un tournoi et je vais encore perdre d'entrée. Pensée, je ne vais pas dire négative, mais oui, on peut la caricaturer de pensée négative. L'émotion derrière, soit de la perte de confiance, soit de la frustration ou de la colère en me disant à chaque fois que je me déplace sur un tournoi, je tombe contre lui, j'en ai marre. Et du coup, ça, comment ça va se traduire en action? Tout simplement pendant le match, alors que comme je suis dans un rapport perdant-gagnant, ce que je sais faire, ce que je fais habituellement à l'entraînement sans problème, là je vais forcer mon geste. Je vais accentuer en me disant là il faut absolument que je gagne. Et je vais me tendre. Et en me tendant, je vais rater mon coup, je vais le bâcher, soit directement dehors, soit dans le filet. Alors que c'est un truc que je sais faire. Parce que je me suis dit au départ que j'allais perdre. Donc on peut rééquilibrer tout ça. Je pourrais très bien me dire, en arrivant et en voyant ce joueur, chouette, encore lui, et là je me lance un défi. La dernière fois, j'étais pas encore au point. Puis peut-être que j'ai travaillé mon revers, mon service, ma volée, peu importe. Mais là, je suis prêt. Donc là, ma pensée, d'entrée, elle n'est pas si négative que ça. Au contraire, je suis prêt à y aller. Donc l'émotion que ça génère derrière, c'est de la confiance. C'est là, je suis prêt. C'est presque de la combativité, mais je ne sais pas si c'est une émotion, la combativité. Et du coup, voilà, on se dit, on va y aller. Qu'est-ce qui va se passer pendant le match? Au lieu de me tendre, au lieu de
de me dire que là, il faut que je force, etc. Je vais faire ce que je sais faire et je vais me faire plaisir. Il y a plus de chances que je gagne mon match à ce moment-là que sur la version d'avant. Et dans la vie, tout est comme ça. Tout événement génère une pensée, qui génère une émotion. Vous allez bosser dans la journée et vous vous dites « J'ai un dossier à rendre, j'ai du mal avec mon patron, je sais qu'il va encore me gueuler dessus parce qu'il est hyper pointilleux, etc. Et je sais que je suis pas à jour. » Paf! D'entrée, mon entretien ne va pas bien se passer. Parce que je sais que je suis mis à défaut. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Je vais être mis à défaut. Et réellement, mon patron, et peut-être que ce jour-là, il n'a rien à me reprocher. Mais moi, je vais anticiper qu'il va me reprocher des choses. Et du coup, ça va se produire. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. C'est un fonctionnement cérébral qui fait que, à force de se répéter les choses, ça arrive. Et c'est ce que nous dit Bouddha. Et Bouddha, il l'a dit il y a longtemps. Il n'a pas attendu les études sur les neurosciences. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Et ce que tu imagines, tu le crées. Et dans la vie, vous avez énormément d'exemples là-dessus. Je pourrais en prendre des tonnes, parce que j'en ai plein, dans les gens que j'accompagne, ou dans des sportifs. Vous avez Cliff Young, qui est un fermier australien. 61 ans. Le gars décide, il n'a jamais couru de sa vie, c'est juste un fermier. Il décide de faire l'ultramarathon Melbourne-Sydney. 870 km. L'équivalent de 21 marathons. Il décide de le faire, il le fait, il a 61 ans, il le termine. Comme dirait Mark Twain, je reviens après dessus, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. En fait, c'est ça le truc. C'est que, et on revient à l'histoire de ce que je vous racontais en début de conférence, c'est que, à force de se répéter les choses, on se limite dans un sens ou dans l'autre. Si on vous dit que vous êtes nul, vous êtes nul. Vous finissez par y croire et vous le réalisez que vous êtes nul. Et si on vous dit l'inverse, au final, vous pouvez imaginer que vous êtes bon dans ce que vous faites. Pourquoi les Américains ils sont toujours en train d'en faire des tonnes avec leurs gamins? Ouais, t'es merveilleux, t'es champion du monde, etc., etc. Ça donne des gamins qui ont peur de rien après. Ça ne veut pas dire qu'ils sont champions du monde, mais ça donne des gamins qui y vont. Et du coup, nos croyances derrière ça, c'est quoi? Nos croyances ont un impact sur notre réalité. Du coup, sur notre pensée. Parce que si j'interprète un événement en pensant que cet événement a eu lieu comme ça, si j'interprète que le gars qui m'a battu 3 fois est meilleur que moi, je crois qu'il est meilleur que moi. Et ma réalité, c'est qu'il est meilleur que moi. Mais la réalité, la réalité de départ, c'est que oui, il m'a battu 3 fois. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que moi. Petite nuance qui n'est pas négligeable pour un Djoko ou un Nadal ou un Federer, qui ont tous perdu des matchs dans leur vie, mais qui en ont aussi beaucoup gagné. Et heureusement qu'ils ne se sont pas dit « il est meilleur que moi parce qu'il m'a battu une fois ». Alors les croyances, n'est-ce pas, un sportif n'est pas dans un gymnase, comme dirait Mohamed Ali, ça naît d'un rêve, d'une grande vision. Les champions qu'on connaît, Teddy Riner, à 14 ans, il disait qu'il allait être champion du monde. S'il ne se l'était pas dit, il n'y serait jamais arrivé. J'en ai plein d'autres des extraits comme ça, de champions qui ont rêvé d'être grands. Mais si on ne rêve pas grand, on n'y arrive pas. Cette citation de « visez la lune, vous atterrirez dans les nuages ». Oui. Si vous visez les nuages et que vous n'y arrivez pas, vous atterrirez pas dedans. Si vous visez pas là, vous n'arriverez jamais là. Pardon, c'est l'inverse. Si vous visez là, vous n'arriverez jamais là. Vous prenez 2 joueurs de tennis qui commencent le tennis en même temps. Il y en a un à qui on dit « Alors, c'est quoi tes ambitions ?» Moi, je veux me faire plaisir. J'ai envie de jouer avec un copain. Je vais jouer 1 fois ou 2 par semaine. Ok. What else? Non, moi c'est bien comme ça. Et puis si je peux prendre des cours de temps en temps pour progresser, je le ferai. D'accord. Et au deuxième, qui commence en même temps, on lui dit « Et toi, t'as envie de faire quoi ?» Moi, je vais être numéro 1. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'entraîner tous les jours, le plus possible. Et puis dès que je peux faire un tournoi, je le ferai.
Et puis si je peux intégrer un club un peu élite qui accompagne les sportifs, etc., je vais le faire. Et puis un jour, je prendrai un préparateur physique pour me préparer à être encore meilleur, etc., etc. Et ce gars-là, il a évidemment plus de chances d'être meilleur que son copain. Ce gars-là, c'était Djoko. C'est comme ça qu'il a commencé le tennis. Donc tout dépend de la façon, de la vision que vous avez de vous, de ce que vous avez envie de faire. Rêvez grand, n'ayez pas peur. Combien de fois j'entends des parents dire à leurs enfants, non, j'accompagne des gamins qui font du golf, qui sont plutôt bons d'ailleurs, en élite. Et les parents qui disent, il me parle de Tiger Woods, il me parle de machin, il veut faire des tournées et tout. Faut qu'on lui remette un peu les pieds sur terre. Mais non, laissez-les rêver. Laissez-les rêver. Il n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais il va se donner les moyens de rêver. La déception d'un grand rêve, c'est juste un objectif qui n'est pas atteint. Mais ce qui est important, c'est le chemin. C'est ça qui est intéressant. Quand on entend souvent tous les enfants ne sont pas des compétiteurs. Je ne sais pas si tout le monde a des enfants dans la salle, mais dès qu'un gamin sait marcher, vous lui envoyez un ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec, il vous le renvoie, il veut faire un foot, il veut vous challenger avec le ballon. Dès que les gamins sont, garçons ou filles, dès que les gamins sont en âge de courir ou de faire du vélo, « Hey, papa, on fait la course !» Tous disent ça. « Premier au poteau à gagner !» Et puis d'un côté, vous allez avoir la famille où il va dire « Allez, plus vite, tu me rattraperas pas. » Et moi, je ne le laisserai pas gagner. Je ne le laisserai pas gagner, il faut qu'il court pour me rattraper. Et puis de l'autre côté, sur le trottoir d'en face, vous avez l'autre famille. Elle dit « Va pas trop vite, tu pourrais tomber, tu pourrais te faire mal. On court pas sur le trottoir. » Pas tort, mais on pourrait... Voilà. Et en fait, la différence de discours va influencer tout le schéma et créer une croyance. Si je vais trop vite, je risque de tomber. Si je fais ça, je risque de me faire mal. Donc j'y vais pas. Les doigts dans la prise. Si, mets les doigts dans la prise, fais-toi mal. Prends du jus. C'est exactement ce qu'on dit à un gamin. Vas-y, mets les doigts dans la prise. Il faut que les gamins se fassent mal pour apprendre. Ah, je heurte un peu les sensibilités. Mais voilà, en fait, on est tous compétiteurs. C'est la vie qui fait qu'on l'est plus ou moins après. Alors, les émotions, comment ça arrive? Vous avez une réalité. Oui, le gars, il m'a gagné 3 fois. Ça, je ne peux pas revenir dessus, il a gagné 3 fois. Par contre, qu'est-ce que ça a généré chez moi? Comment je vois les choses? Est-ce que je me dis, au final, avec le fait de ne pas être premier, de croire que quand je ne suis pas premier, je suis nul, si je n'ai pas gagné ces 3 matchs-là, finalement, je suis nul. Donc, il va encore gagner contre moi. Donc, ma réalité est transférée, elle est filtrée par ces croyances que j'ai de mon enfance. Et au final, l'émotion, ma nouvelle réalité, c'est il va gagner, il est plus fort. Et c'est un fait, pour moi, j'y crois. Et du coup, derrière, l'émotion, manque de confiance, frustration, tout ce qu'on veut, perte d'estime de moi et autres, derrière le comportement, c'est que je vais avoir le comportement d'un loser, entre guillemets. Alors, il y a un réel impact qu'on appelle les marqueurs somatiques sur les choses qui se passent dans la vie et qui vont ancrer des croyances. Je vais vous parler de... Quand j'étais jeune, je partais en vacances à la campagne. J'avais une grand-mère, mamie gâteau, qui nous recevait à la campagne. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Donc on se retrouvait entre cousins, cousines. Et puis, on pouvait se balader à vélo, on pouvait se balader où on voulait dans le petit village, dans les champs. C'était cool. Et puis on se retrouvait à 4 heures tous les jours, entre cousins, cousines. Et là, mamie gâteau nous avait préparé une tarte à la fraise absolument exquise, qu'on partageait tous, et c'était des moments super sympas. Et puis pendant l'année, on avait mamie de Paris. Et mamie de Paris, elle habitait dans un vieil appartement, avec 3,50 m de plafond,
Un appartement qui sent le vieux, vous savez, des appartements avec des bibelots partout, des rideaux ultra vieux, voire poussiéreux, où il fallait toucher à rien, sinon ça cassait. Et puis Mamie de Paris, c'est un peu folcoche, vous voyez, la verrue sur le nez, le poil au menton, la nana, la grand-mère pas très aimable, pas du tout généreuse, où pendant les repas, il fallait pratiquement pas parler, et où la seule activité à laquelle on avait droit, c'était de faire un Scrabble ou un bridge à la fin du repas. Et à la fin du repas, on avait la tarte à la rhubarbe de Mamie de Paris. Celle avec des fils, vous savez, celle qui fait penser à celle qu'elle avait sur le moustache. Et cette tarte à la rhubarbe, elle était fade. Elle est fade parce qu'on rigolait pas avec Mamie de Paris. C'était pas drôle. Puis il fallait pas faire de bruit à table, etc. Et là, imaginons, vous vous retrouvez avec un client dans un restaurant parisien, et le serveur arrive et dit voilà, je vous propose la spécialité du chef, la tarte à la rhubarbe. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles, excellent. Ou alors éventuellement une petite tarte à la fraise. Et vous allez choisir quoi? La tarte à la fraise. Vous avez envie de vous faire plaisir sur ces moments-là. C'est le souvenir que ça va vous rappeler. Non pas forcément que la tarte de Mamie Gâteau était bonne, mais c'est juste le contexte, tout ce que vous avez associé comme émotion dans ce climat-là, qui a généré des émotions ultra satisfaisantes et que vous avez envie de retrouver consciemment ou inconsciemment. Et là, je vous parle que d'une tarte à la fraise. Mais des souvenirs, des marqueurs comme ça, vous en avez plein. Moi, je vous parlais de mon père tout à l'heure, je suis premier, je suis nul. J'ai pu vivre aussi une récitation en classe. Vous récitez votre poésie, et puis au fond de la classe, vous avez toujours les 2-3 bouts en train qui se mettent à rigoler. Moi, j'étais en train de réciter ma poésie, je me concentrais pour essayer de me souvenir de tout, et ils m'ont déstabilisé, du coup j'ai bafouillé, j'ai cru qu'ils se moquaient de moi, en fait pas du tout, mais moi j'y ai cru. Et du coup je me dis plus jamais je passe devant un public. Terminé la prise de parole en public. Je suis pas à l'aise du tout. C'est un truc, j'ai horreur de ça. Ben non. En fait j'ai fait le point. J'ai regardé ce que ça voulait dire. Je suis allé chercher l'origine de ça. Et j'ai compris qu'en fait, ces petits... du fond de la classe, ils rigolaient parce qu'ils étaient en train de rigoler avec des copines à côté. Et ça n'avait rien à voir avec moi. Donc on fait des associations avec notre perception, avec ce qu'on vit, ce qu'on ressent à un moment, et qui vient s'ancrer, si on ne s'en débarrasse pas tout de suite, et qui reste longtemps, longtemps, longtemps. Donc l'objectif, il est de modifier, non pas la réalité de départ, mais de comprendre que notre réalité n'est qu'une représentation, et pas la réalité. Et donc pour ça, il faut mettre le doigt sur la croyance d'origine. Un autre exemple, j'ai travaillé avec un entrepreneur qui gagnait très bien sa vie. Il faisait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais d'un mois à l'autre, il avait 0 de trésor. 0. Il lui restait rien. Donc autant vous dire que tous les mois, il était en stress, que tous les mois, il gérait mal, il se dit, cette année, ce mois-ci, il faut que je paye mes salariés, mes charges, mes trucs, mes machins. Mais j'ai plus rien. Et je dis, mais comment tu peux dépenser tout ce que tu as? C'est pas possible. Mais il me dit... Et en fait, on a cherché, on a creusé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il a été élevé par sa mère, et sa mère lui disait, les riches, c'est pas bien, c'est des égoïstes. En fait, son mari est parti, il a bien gagné sa vie, du coup, il s'est barré. Du coup, elle a gardé, elle, une image des gens qui gagnaient bien leur vie comme quelque chose de négatif, qu'elle a, elle aussi, ancré. Mais du coup, qu'elle a transmis à ses enfants. Et lui, il a toujours entendu par sa mère, les gens riches, c'est pas des gens bien, c'est des gens égoïstes, ils sont pas sympas, ils partagent pas, et puis c'est des gens méchants. Bon. Donc lui, il voulait absolument pas, inconsciemment, donner cette image à sa mère. Donc le jour où il a compris ça, il s'est dit, je sais qu'elle adorerait avoir un bungalow au bord de la mer. C'était une Réunionnaise qui habitait en France, mais c'était des Réunionnais. Et il a acheté un bungalow au bord de la mer à sa mère. Et là, du jour au lendemain, sa mère, « Oh, mon fils! Vous avez vu mon fils, il est généreux, il est gentil. Ah, il gagne bien sa vie. Mais vous avez vu, il leur donne, il partage. Il m'a fait un cadeau, c'est incroyable. Il est super, mon fils. » Donc l'histoire du truc, c'est que d'un seul coup, lui, déclic,
et il s'est mis à faire un peu d'argent. Et il s'est mis à développer. Et le double effet qui se coule, c'est qu'il se débarrassait de sa mère 6 mois de l'année, qui partait à la Réunion. Donc vous voyez qu'on peut modifier une croyance. On peut aller chercher l'origine de la croyance et modifier l'impact qu'elle a au quotidien. Les citrons, vous en avez tous déjà mangé. Donc rien que de le montrer comme ça. Je suis sûr que déjà, il y a des papilles qui... Vous sentez là, il y en a qui déglutissent, il y en a qui... On voit tout de suite la pulpe du citron là. On sait que c'est amer, il y en a qui... Voilà. Et en même temps, on sait aussi que au niveau du toucher, on sent le toucher. C'est lisse et en même temps un peu rugueux, etc. Enfin, on a tous ça. Si je vous disais, allez, on ferme les yeux, on imagine, vous mettez le citron à votre bouche, je suis sûr que la moitié d'entre vous, voire les 3/4, vous allez réagir. Donc ça, c'est pareil. C'est un ancrage. C'est quelque chose qui est venu s'ancrer en termes de... Au-delà d'une simple émotion. Ça va à une sensation physique. C'est ce qu'on appelle le VACOG. La visualisation, l'olfactif, le kinesthésique, l'audition et le gustatif. En fait, les croyances ont un impact aussi physiologique. C'est pour ça qu'elles ont un impact jusqu'au comportement. Et votre comportement est aussi guidé par vos croyances. Et ça a été prouvé. Alors, je ne vais pas vous donner tous les exemples qui ont été utilisés, mais on a un chercheur qui s'appelle Takashi Anakawa, qui est américain, comme son nom l'indique, et qui a fait des études en utilisant des électroencéphalogrammes sur des joueurs de basket, où on leur a demandé de faire des lancers francs. Donc il y avait un groupe qui faisait des lancers francs sur le terrain, ils s'entraînaient 1 heure par jour pendant 1 mois, et un autre groupe à qui on a dit, vous restez dans votre canapé, et vous faites des entraînements, mais entraînements canapé. Et on s'est rendu compte en mettant en commun, déjà qu'ils avaient, au bout d'un mois, quasiment progressé de la même façon. Je crois qu'on était à plus 24% pour ceux qui s'étaient entraînés physiquement, et plus 23%, 23, quelque chose, sur ceux qui s'étaient entraînés dans leur canapé. Et quand on regarde les électroencéphalogrammes, on se rend compte que les zones du cerveau qui préparent le mouvement, donc qui sont uniquement dans la mentalisation, et la zone du cerveau qui fait l'action, l'exécution du mouvement, on est à 80% de similarité, de zones identiques. Et ça a modifié l'histoire de la réathlétisation, par exemple. Des joueurs blessés, on sait que maintenant on peut les entraîner sans qu'ils aillent sur le terrain. On peut visualiser la façon de s'entraîner. On peut se débarrasser de gestes parasites. On peut progresser et continuer à maintenir ce qu'on appelle des connexions neuronales pour que le corps continue d'associer un mouvement. Encore une fois, ça prouve que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, évidemment, si vous avez envie d'imaginer que vous êtes le dirigeant de votre boîte et que votre boîte va faire 10 millions, vous avez tout à fait le droit de l'imaginer. C'est pas interdit. Et vous verrez, ça changera peut-être pas la réalité, mais ça changera la façon dont vous allez vivre la réalité. C'est ça, le changement. C'est ça le truc important. La réalité, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, elle ne change pas. Elle ne change pas. La réalité reste la même, mais c'est la façon dont vous la percevez qui change. C'est la façon de percevoir les choses plus ou moins positivement qui va faire que vous allez avancer et progresser. Il y a, j'ai plus le nom, Caroline Dweck, je crois, une américaine, une anglaise, qui a parlé de mindset de croissance et de mindset fixe. Il y a des gens qui pensent que ils sont comme ils sont, et qu'il n'y a rien qui peut changer. Donc si je leur parle d'émotions, etc., et qu'on peut changer une croyance et qu'on peut modifier ça, pour eux, c'est niette. Il n'y a rien qui peut changer. Et puis, il y a ceux qui ont ce mindset de croissance, qui se disent, OK, je suis le maître de mes pensées, je peux modifier les choses. Einstein disait, on ne peut pas modifier un problème avec le même système de pensée que celui qui a généré le problème. Il suffit de modifier nos pensées. Alors, c'est facile à dire. Hein. Alors comment on fait ça? Alors je vous le disais tout à l'heure, il y en a qui ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
En fait, on est tous capables d'être des champions. On est tous capables d'imaginer qu'on est un champion. On est tous capables de penser qu'on peut faire de grandes choses. Vous avez cette possibilité d'imaginer que dans 5 ans, vous êtes le patron de votre boîte, que votre boîte a tant de salariés, tant de chiffre d'affaires, etc. Vous pouvez imaginer que vous avez commencé un sport et que vous en êtes à tel endroit. L'intérêt de ça, c'est de modifier les pensées de départ pour qu'au final, vous viviez les choses le mieux possible et que vous deveniez le champion de votre propre monde. Et ça, on va essayer, là, maintenant. Je vous propose un petit exercice encore, de vous lever. Ça va durer 2 minutes, pile. Et là, vous n'avez pas bougé. Encore mieux. Ça vous réveille en même temps. Pendant 2 minutes, il va y avoir effectivement une musique qui va passer. Ce que je voudrais, c'est que là, maintenant, vous alliez chercher un souvenir de quelque chose qui vous a fait un effet incroyable, sur lequel vous avez été super content de le vivre. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être une réalisation, un truc qui vous a fait, mais vraiment kiffé. Que ce soit du domaine perso, pro, comme vous voulez. Allez chercher un souvenir qui vous a fait un bien fou. Ok ? Vous l'avez ? The souvenir. The good souvenir. Vous l'avez ? Respirez profondément. Mettez les bras le long du corps. Inspirez par le nez. Et là, vous allez chercher ce souvenir. Vous allez retrouver le contexte. Dans quel contexte c'était ? Avec qui c'était ? Essayez de retrouver, de revivre ce moment. Quelle émotion ça générait ? Est-ce que c'était de la joie, de la confiance ? Est-ce que c'était de la puissance ? Retrouvez cette sensation. Dès que vous avez l'émotion, vous inspirez par le nez et vous essayez de vous imprégner le plus possible de cette émotion. On voit des épaules qui se redressent. Vous êtes fiers de ce moment-là. Et maintenant, vous imaginez que vous vous levez tous les matins. Tous les matins, vous vous levez avec cette émotion. Tous les matins, vous ressentez cette force, cette puissance, cette confiance. Tous les matins, vous avez ça en vous. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez ça tous les jours en vous comme émotion qui vous accompagne au quotidien, dans votre job, dans votre vie? Qu'est-ce que vous seriez capable de faire? Jusqu'où vous iriez? Qu'est-ce que vous auriez envie de réaliser? Respirez profondément. Inspirez-vous. Inspirez toutes ces émotions positives. Cette force qui vous envahit. Remplissez les épaules, remplissez tout ça. Qu'est-ce que vous seriez capable de faire? Qu'est-ce que vous oseriez faire? Merci. Vous pouvez ouvrir les yeux. Laissez tomber la pression. Vous rasseoir tranquillement. J'en profite pour boire un coup. Est-ce que ça fait du bien? Un peu? En fait, c'est votre pouvoir. Vous avez le pouvoir d'imaginer, d'aller chercher des choses que vous avez vécues, voire de les transformer en de choses encore plus grandes. Ça, c'est votre premier pouvoir. Alors après, malheureusement, il y a le stress qui arrive. Et on ne maîtrise pas forcément son stress tout le temps. Alors le stress, avant de parler du stress, il faut qu'on comprenne un petit peu ce que c'est. Le stress, c'est la différence entre la perception d'une situation et l'estimation de vos ressources pour y faire face. Le choix des mots est important. C'est une perception
et une estimation. Autant vous dire que dans le stress, il n'y a rien de réel. Il n'est que là. C'est vous qui le générez. C'est que vous, puisque c'est votre estimation et votre perception. Si vous avez perçu que la situation, au niveau de difficulté est ici, et que vous vous estimez ici, ah ouais, là on va stresser. Ça va être compliqué. Par contre, si vous êtes en pleine confiance et vous dites ok, pas de problème, vous êtes là, et puis ce que vous allez affronter, ouais, bah c'est là. Petit stress. Il n'y a pas de bon et mauvais stress. Il y a un stress adapté à chaque situation. Et on en a besoin. On a besoin de stress. Si je dis à un boxeur, avant son combat, sois cool, tranquille, respire, détends-toi, on va faire l'exercice qu'on vient de faire. C'est cool. Ben, il va monter sur le ring et il va s'en prendre plein la tronche. Ça, c'est sûr. Par contre, si je dis à un golfeur la même chose, il va être dans la maîtrise de ce qu'il doit faire. Donc ça va lui convenir d'être plutôt cool, plutôt zen, pour bien maîtriser son geste de A à Z. Alors si je dis au golfeur, allez, faut y aller maintenant, on y va, allez, on s'agite, on se met en activation et on va rentrer dans la balle. Bah, je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup de parts, comme on dit. Donc en fait, le stress, il est là. Tout est dans la perception et l'estimation. Alors oui, il y a réellement un impact physiologique. Si je fais un petit peu d'anatomie, le stress circule à travers le nerf vague. Le nerf vague, il naît au niveau de l'hypothalamus, et il traverse les pupilles, la bouche, il passe par tous les états internes, tous les organes internes des membres supérieurs. Cœur, poumons, intestin, estomac, foie, vessie, etc., etc. Jusqu'à finir dans le psoas, qui est un muscle qui traverse le bassin, qu'on appelle aussi le muscle poubelle, puisque c'est là où se termine le stress qui vient s'emmagasiner au niveau du psoas. Donc souvent, quand on a mal à la hanche ou autre, c'est lié à ça. Alors il y a différentes façons d'étirer le psoas, mais ça c'est un autre sujet. Ce qui va se passer, c'est que quand le stress va circuler, ben ça va alors c'est notre système nerveux sympathique, qui n'a rien de sympathique, qui va activer ce stress, et du coup vous allez avoir une augmentation de l'adrénaline, vous allez avoir les pupilles qui vont se rétrécir, vous allez avoir la digestion qui va se bloquer, vous allez avoir le rythme cardiaque qui va augmenter, la respiration aussi, etc., etc. Et puis à l'inverse, le système nerveux parasympathique, lui, atténue tout ça. Donc c'est de l'endorphine, ça fait baisser le rythme cardiaque, on baisse la respiration, on retrouve tout, etc. Ce qui veut dire qu'effectivement, physiologiquement, il y a un réel impact. Sauf que, donc, je vous l'ai dit, d'abord, perception d'une difficulté, estimation de ses propres ressources. Donc si on ne se connaît pas, si on ne sait pas qui on est, si on n'a pas défini son identité, si on ne connaît pas ses ressources, bah, toute situation peut être sujet à être super stressante. Là, je suis arrivé ce soir, oh, mon Dieu, je suis devant la classe, il y en a qui vont rigoler au fond. J'aurais pu mettre la barre ici. Et puis moi, je suis qu'un pauvre petit conférencier qui n'a pas l'habitude, et faire plein de maladresses, et être complètement trempé, tout rouge, etc. J'aurais pu être comme ça, mais j'ai équilibré tout ça. Donc, le danger qui génère le stress, il y a différentes façons. L'homme de Néandertal, lui, quand il stressait, c'était pas compliqué, c'était danger de mort. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc il n'y avait pas de raison de stresser. C'était le danger de mort. Et notre cerveau, vous savez, il est fait soit pour fuir la douleur, soit pour rechercher le plaisir. Donc quand l'homme de Cro-Magnon, là, il mangeait son fruit en forêt, et que d'un seul coup, il y a un tigre qui arrive, il dit pas « Attends, je prends plaisir à manger mon fruit ». Non, il prenait ses jambes à son cou, il partait.
Donc ce qui prend encore aujourd'hui le dessus sur notre fonctionnement reptilien, c'est que quand il y a du stress, quand il y a un danger, on a peur. On active le stress. Et c'est tant mieux, parce que si je sors et qu'il y a un camion qui arrive, il vaut mieux que je stresse et que mon corps s'arrête. Enfin, réagisse. Et puis, aujourd'hui, on a tous les dangers qui sont des projections mentales. Alors, l'homme de Néandertal, il stressait à peu près 5 fois par jour, ce qui ne fréquentait pas beaucoup plus les tigres ou les dangers à l'époque. Aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, enfin l'homme avec un grand H, rencontre le stress dans sa journée entre 50 et 70 fois. C'est fou quand même. Mais ce n'était pas à cause des dangers de mort. C'est à cause des projections mentales. Oh, je vais être en retard au boulot. Qu'est-ce qu'il va dire mon patron? Je vais louper mon examen. Je vais, etc., etc. Je risque de. Donc c'est le danger perçu. Donc ça génère le même stress qu'un tigre qui vous attaque. C'est le même. La réaction physiologique, c'est la même. Et puis, vous avez le danger anticipé. On n'y est même pas. Hein. Oh, j'ai fait mon examen. Quelle note je vais avoir? Ça se trouve, je vais le rater. J'ai fait un entretien pour un boulot. Oh, je ne sais pas comment je me suis... Oh, peut-être que je n'ai pas été bon. Oh, je n'aurai pas le poste. Et là, je stresse. Et encore une fois, ce stress, c'est le même que celui quand on est en danger de mort. Le fonctionnement, c'est le même. D'où l'importance de se connaître, encore une fois. C'est-à-dire de prendre conscience que ce stress-là, il n'est pas vital. Que la raison de stresser n'est pas vitale. Un champion a besoin d'activer son stress à tel moment, à l'entraînement ou en match. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le boxeur ou avec le golfeur. Nous, évidemment, avant une réunion, avant un entretien, avant une prise de parole, oui, il faut s'activer un petit peu. On va faire 2-3 petits exercices, sauter sur un trampoline. Je vous dis pas d'aller faire le tour des couloirs avant de rentrer dans la salle de réunion parce que vous avez une présentation. Mais voilà, il faut vous mettre en condition. On va le dire comme ça. Mais, encore une fois, plus vous vous connaissez, plus vous savez que vous avez besoin d'activer, plus vous avez besoin de baisser votre niveau de stress. Donc, il faut savoir qui on est. Il faut créer sa propre identité. Il faut savoir comment on réagit en fonction de quoi. Qui j'ai envie d'être. Et le choix des mots est important, encore une fois. Qui j'ai envie d'être. Pas qu'est-ce que je veux avoir, mais qui j'ai envie d'être. En fait, trop souvent, j'entends les sportifs qui disent « Quand j'aurai, je serai. Quand j'aurai gagné ce match-là, je serai numéro 1. » Oui, peut-être. Quand j'aurai gagné la coupe, ouais, je serai champion du monde. Quand j'aurai, etc., beaucoup d'argent, je serai riche, ouais, ou je serai heureux. Est-ce qu'il vaut mieux pas que tu sois heureux avant d'être riche? Est-ce qu'il vaut mieux pas que tu sois déjà un champion pour pouvoir gagner? En fait, on dépense trop d'énergie à vouloir obtenir les choses plutôt qu'à être pour faire et pouvoir obtenir. Ça, c'est ultra important. Parce que si vous pensez à être avant d'obtenir, vous pensez, c'est ce que j'appelle le consumo, concentré sur moi, et du coup, vous pouvez vous occuper de ce qui est à l'intérieur de vous pour rayonner après à l'extérieur. Tout part de l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Donc il faut être pour pouvoir faire les choses et pouvoir les obtenir. Je suis sûr que dans la tête, vous êtes déjà en train de vous projeter, alors si je fais ça, est-ce qu'il faut d'abord que je sois... Est-ce qu'il faut que je sois... Il faut que j'ai beaucoup de clients en tant que coach pour être un bon coach? Est-ce qu'il faut que je sois dirigeant avec plein de salariés pour être un bon dirigeant? Non. Il faut d'abord que je sois un bon dirigeant pour pouvoir prendre plusieurs salariés et en plus bien m'en occuper. Ce qui n'est pas gagné. Pardon. Donc, une fois que vous savez qui vous êtes, une fois que vous définissez votre identité, vous allez pouvoir vous focusser sur ça. Vous allez pouvoir mettre votre énergie sur quelque chose et vous concentrer sur ce qui vous fait grandir ou fait plaisir. Si je vous dis là, par exemple, dans la pièce,
Prenez 10 secondes, et pendant 10 secondes, vous regardez combien d'objets avec du rouge il y a dans la salle. 10 secondes. Ok. Combien à la louche? 6? 23? Ah oui, avec tous les petits cercles. Ah, il y en a qui ont compté chaque cercle. Il y en a qui se sont dit, est-ce que ça c'est rouge? Est-ce que c'est rose? Est-ce que c'est lit de vin? Est-ce que c'est mauve? Donc peut-être que vous avez vu d'autres rouges. Mais là, si je vous dis, ok, spontanément, vous avez compté combien d'objets jaunes? Pas aucun, puisqu'il fallait compter les rouges. Tout ça pour vous dire que votre cerveau, vous lui avez posé une question, il avait une tâche à faire, il a mis toute son énergie dessus. Et il s'est concentré sur le rouge. Donc votre focus vous permet de mettre toute votre concentration, toute votre énergie, et d'oublier les choses qui ne vont pas bien. Ou d'autres choses. Pour ceux qui ont des enfants, ou pour avoir été enfant, combien de fois vos parents vous ont dit « Ce serait bien que quand on rentre le soir du boulot, vous ayez rangé votre goûter. Il y a toujours des bols de céréales qui traînent, les cuillères, etc. » C'est jamais rangé. Moi, quand je rentre du boulot, j'aimerais bien que ce soit rangé. Et puis tous les jours, vous répétez. Puis un jour, ils vont tout ranger. Mais ils vont oublier une cuillère. Une petite cuillère. Et vous allez rentrer, me dire « C'est pas possible. Vous n'avez encore pas rangé votre goûter. Il y avait une cuillère qui traînait. » Alors qu'eux, ils avaient fait l'effort, ils avaient tout bien fait, mais ils ont oublié une cuillère. Donc le focus, le pouvoir du focus, il est là. C'est-à-dire que plus vous mettez d'énergie sur quelque chose, plus vous allez voir que ça. Combien de personnes ici, quand il y a un collaborateur ou un patron, un manager, que vous commencez à ne pas supporter, que vous commencez parce qu'il a des réflexions qui vous énervent, parce que chaque truc, ça commence à vous énerver, c'est toujours la même chose, il est toujours comme ça. Et bien, à un moment, vous ne voyez que ça. Vous voyez que ça, que ce qui vous énerve. Il y a d'autres bons côtés, certainement, mais vous avez décidé de ne voir que ce qui vous énerve. Et ça, si vous ne faites pas le choix de voir les choses différemment, vous ne les verrez pas différemment. Dans la vie, tout est équilibré. Toute chose a un côté négatif et positif. Des avantages et des inconvénients. Dans l'univers, il y a l'ordre et le chaos. Il y a le blanc et le noir, le yin et le yang. Tout est équilibré. Donc quand quelque chose de négatif vous arrive, dites-vous qu'il y en a autant de positifs. Mais que c'est un réel exercice de paramétrer notre cerveau pour l'obliger à aller voir ce qu'il y a de positif. Ce n'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire. La démonstration avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur le stress, c'est que notre cerveau est paramétré pour fuir la souffrance. Donc pour mettre en place des systèmes de défense qui vont faire qu'on va d'abord capter le négatif avant de voir les choses positives. On se met en protection. Donc on regarde le négatif. On fait le focus dessus. Et du coup, on voit que ça. Alors oui, vous me direz, de temps en temps, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des personnalités plus positives que d'autres. Oui. Parce que peut-être qu'éducativement, il y a des gens qui prennent l'habitude de dire, oui, mais il y a eu aussi ça qui t'est arrivé de bien dans telle chose. Et puis on l'a entendu dans notre éducation, puis on l'a entendu longtemps. Et du coup, aujourd'hui, on dit à nos enfants, oui, d'accord, mais il y a aussi ça qui était bien. Moi, ce que j'aime bien faire avec mes enfants, et ma femme, du coup, c'est après les vacances ou après les week-ends, c'est quoi le haut de ton week-end? Qu'est-ce qui s'est bien passé ce week-end? Et depuis qu'ils sont tout petits, on fait ça. Alors au début, c'était, ouais, je sais pas, il n'y a rien. Alors ils trouvaient difficilement un truc. Et puis, à force de le faire, à la fin, là, ils ont 20 ans et 23 ans, hein, on peut le refaire encore, ils adorent ça. Et là, ils vous disent, moi, c'est tout mon week-end. Tout était positif, tout était génial. Même s'il y a des trucs qui ont été contrariants. Mais c'était positif. Ça, je suis même sûr qu'on a peut-être dû le faire pendant la maladie de mon fils. C'est quoi le haut de ton week-end? Qu'est-ce que tu as kiffé dans la vie? Pour remettre un peu de... Mais il y avait toujours des choses qu'il appréciait. Dites-vous que dans la vie, dans tout ce que vous vivez de contrariant, il y a des choses positives et des choses négatives. C'est quand même plus agréable de regarder les choses positives.
choisir de penser positif, c'est quand même beaucoup plus agréable. Là, j'ai posté une vidéo sur LinkedIn il y a 2-3 jours sur le gars qui a monté la naturopathie en France. Et il disait, vous avez le choix de haïr quelqu'un, mais lui, il s'en fout que vous le haïssez. Ça ne l'atteint pas. Par contre, vous, ça va vous bouffer de l'intérieur. Il faut mettre de l'énergie pour haïr quelqu'un. C'est pas facile, hein. Faut mettre tous les jours, il faut y penser. Ah tiens, en fait, lui, je le hais. C'est pas cool. Et vous pouvez décider d'être indifférent. Tout simplement. Ne pas y penser. Votre manager, ouais, ce qu'il fait là, je m'en fiche. Je vais juste prendre mes tâches, mon truc, mon machin. Et sa personnalité, son truc, ça ne me regarde pas. Et puis, j'ai pas le contrôle dessus. Vous ne contrôlez pas les autres. Ce que vous contrôlez, c'est vous. Consumo, concentré sur moi. Vous pouvez gérer votre stress, vous gérez votre perception de la difficulté et vous gérez votre estimation des ressources que vous avez. Donc quand on parle de stress, on ne parle pas des autres, on parle de vous. Ça, c'est important. J'ai fait une formation récemment chez France Télévisions et c'était sur la gestion des tensions professionnelles. Quand je suis arrivé, le stress, les patrons, les trucs, les machins, c'était la faute que des autres. Une cour de récréation. Ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Au final, après 2 jours de formation, ah oui, je vais peut-être changer ça. Ah oui, et puis moi, je vais modifier ma façon de voir parce que j'ai aussi ma part de responsabilité dans la perception que j'ai. Vous ne changerez pas l'autre. Par contre, si vous changez la façon de vivre les choses, c'est quand même bien plus sympa. Soit vous décidez de changer de job et vous changez complètement. Et là, vous ne savez pas trop où vous allez. Et alors, un autre super pouvoir que vous avez, c'est la respiration. Tout à l'heure, l'imagination, c'était votre premier... La visualisation, c'est votre premier pouvoir. Le deuxième, c'est votre respiration. Parce que vous y avez tous droit. Hein. Tout le monde a le droit de respirer. Ça, c'est cadeau. Sauf que vous n'en êtes pas conscient. La respiration, c'est le meilleur moyen pour revenir à l'instant présent. Moi, j'ai jamais réussi à mettre de la respiration de côté d'hier pour aujourd'hui, ou d'aujourd'hui pour demain. C'est le seul truc que je suis obligé de consommer maintenant. Et pas le choix. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Les Chinois, ils disent, il faut prendre conscience 300 fois par jour de sa respiration. Et là, on est cool. Parce que ça veut dire que 300 fois par jour, on prend conscience de l'instant présent, on profite de ce qui nous arrive, on profite de l'environnement, et on se décroche d'un résultat ou on se décroche d'une croyance ou d'un événement passé qui vient vous polluer. Les pensées, je vous en parlais tout à l'heure, on est à 60, en moyenne entre 50 et 80 000 pensées par jour. Et nuit, jour et nuit. Donc, plus vous allez être capable de vous concentrer sur votre respiration, plus vous allez enrayer le système de pensée. Alors, peut-être que vous connaissez la cohérence cardiaque, le fameux 3-6-5. Pendant 3 fois par jour, je respire pendant 5 minutes à raison de 6 respirations par minute. Cette respiration régulière, donc d'une manière générale, on est à 10-12 respirations par minute. Donc là, on divise par 2. C'est-à-dire, on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes. Ça permet quoi? Ça permet de se concentrer, de revenir sur soi, de calmer son rythme cardiaque, de se concentrer sur sa respiration. Et ça atténue énormément de choses. On parle de tension artérielle, on parle de gestion de l'appétit, de la faim et autres. Ça a énormément d'impact. Donc je vous conseille un petit livre qui s'appelle La cohérence cardiaque 365, 365 jours par an, du docteur David O'Hare. Et c'est assez exceptionnel. Et les résultats, si vous le faites en étant chez votre cardiologue et que vous faites un électrocardiogramme en même temps que vous faites votre cohérence cardiaque, je peux vous assurer que votre courbe, elle devient sinuosidale, enfin bon, vous avez compris, et comment dire, il n'y a plus de petites anicroches là, les petits peignes que vous voyez sur les électrocardiogrammes qui sont des stimuli à chaque fois que votre cœur, sur lequel votre cœur réagit. Ben, quand vous êtes concentré et que vous faites votre cohérence cardiaque, tous ces pics ils disparaissent.
et ça devient fluide. C'est vachement intéressant. Avant de dormir, vous pouvez faire du 4-7-8. J'inspire sur 4, je bloque sur 7, j'expire sur 8. Et ça donne quoi? Ça sécrète de l'endorphine, tout simplement. Pour se calmer, si vous avez des enfants un peu colériques, apprenez-leur à respirer. C'est un super moyen. C'est pas, au moment de la crise de panique, c'est pas facile, mais s'ils arrivent à l'utiliser, voilà. C'est un peu de sophrologie aussi, la prépa mentale. Donc c'est votre super pouvoir. Respirez. Moi j'ai trouvé un truc, pour en prendre conscience le plus possible. À chaque fois que j'ouvre une porte de voiture, une porte, que j'ai la main sur une poignée, je prends conscience de ma respiration. Tout simplement. J'ouvre une porte et je reviens dans le présent. Et là, j'oublie tous les problèmes parce que ça vous permet de revenir. Pourquoi on demande aux sportifs de respirer? Pourquoi on les voit respirer? Au rugby, alors même si ça ne leur a pas porté, mais enfin ils ont quand même été invaincus pendant 4 ans. Au rugby, on le voit peu à l'écran, mais à chaque fois qu'il y a une pénalité, ils se retrouvent ensemble et ils respirent ensemble. Ils se réalignent. Ils se retrouvent tous au même niveau, présent, maintenant, même énergie. On respire ensemble. Moi, je le pratique avec d'autres équipes au volley principalement. Sur des moments importants, c'est super efficace. Et dans votre journée professionnellement, si vous avez un collaborateur qui vous énerve, ou un manager ou autre, allez aux toilettes, prenez 2 minutes, respirez un grand coup, et vous revenez et vous êtes bien. Et vous avez oublié tout ça. Ok? Dernière partie, le discours interne. Je me parle donc je suis. Le discours interne, c'est la façon dont vous vous parlez. Alors il faut quand même que vous sachiez que vous êtes la personne à qui vous parlez le plus. Même les plus bavards d'entre vous. Ouais, je regarde ma femme, parce qu'elle parle beaucoup, mais je suis sûr qu'elle se parle à elle encore plus. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir un sacré brouhaha dans sa tête. Vous connaissez les filtres de Socrate? Il y a le disciple de Socrate qui est au marché, la place publique, et qui entend les gens, les tribuns et autres, parler de Socrate. Et puis il raconte des trucs. Il s'est dit, il faut absolument que je revienne et que je raconte ça à Socrate. Il rentre en courant, il arrive. Socrate, il faut absolument que je te dise un truc. Ah, calme-toi, respire. Déjà, avant que tu me dises quoi que ce soit, je vais te donner 3 chances de me dire ce que tu as à me dire. Déjà, est-ce que ce que tu vas me dire est vrai? Non, en fait j'ai entendu des trucs, mais je sais que c'est pas vrai. Alors me le dis pas. Deuxième chance. Est-ce que ce que tu vas me dire est utile? Pas vraiment, parce qu'en fait c'est des trucs pas très positifs et je suis pas sûr que tu en fasses, alors me le dis pas. Dernière chance. Est-ce que ce que tu vas me dire est bon pour moi? Là, c'est sûr que non. Bon, garde-le pour toi alors. Me le dis pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont vous pouvez vous parler, elle doit être bonne, elle doit être utile, elle doit être vraie. Soyez bienveillant avec vous-même. Soyez sympa avec vous. S'il y a une personne au moins qui peut être sympa avec vous, c'est vous. Donc si en plus même vous aimez pas, là on va à la catastrophe. Donc soyez sympa avec vous. Le choix des mots est important. Tout à l'heure je vous disais, on peut commencer une journée en se disant, même si on a mal dormi, qu'on va passer une bonne journée. Moi j'ai une phrase pour ça. J'ai une phrase qui casse et défonce tous les murs. C'est plus une question qu'une phrase d'ailleurs. Mais j'ai même pas besoin d'aller chercher la réponse. Comment je peux apprécier encore davantage le côté extraordinaire de ce que je vis maintenant? Comment je peux apprécier encore davantage le côté extraordinaire de ce que je vis maintenant? Comment je peux apprécier encore davantage le côté extraordinaire de ce que je vis maintenant? Mais je le répète 3-4 fois dans ma tête le matin, ma journée, ça va être de la bombe. Il n'y a que des termes ultra positifs. C'est juste génial. Vous n'êtes pas obligé de vous réveiller en disant « Oh, j'ai mal au dos, j'ai mal dormi. J'ai mal aux genoux, j'ai mal machin. » Non, oh, j'ai encore plein de dossiers à traiter. Non, ouais, ok. Mais vous pouvez les faire en ayant une super bonne journée. J'ai plein de témoignages de clients qui m'ont dit « Ça change ma vie. T'as changé ma vie. »
C'est fou quand même. Donc le choix des mots est important. Vous êtes une pharmacie interne. Vous êtes une pharmacie interne. Vous pouvez soigner plein de choses avec uniquement les mots que vous utilisez. De la même façon que vous pouvez détruire plein de trucs, mais vous pouvez en même temps vous soigner. La puissance des mots a un impact sur ce que vous allez penser, imaginer, etc., etc. Si je vous reprends une dernière image, alors du coup moins drôle, mais pour vous montrer à quel point la puissance des mots est importante et des croyances, ça s'est passé début 2000, 2003 je crois. Je crois que c'était un Américain qui était en contrôleur des frigos dans des conteneurs, dans les frigos de bateaux. Donc il y avait au départ de, je sais plus, Rotterdam ou Amsterdam, je sais plus, un port dans le nord qui allait dans un port dans le sud. Voilà, j'ai plus les noms. Et donc il y avait 1 ou 2 semaines de traversée, et ce gars était chargé des contrôles des contrôles des frigos, de la température, etc., etc. Et donc, il descend dans les cales et puis il fait sa visite de frigo pendant que le bateau part. Et c'est le seul qui est à ce poste-là. Donc il était tout seul avec son truc. Et puis à un moment, il est dans un frigo et la porte se ferme. Et se bloque de l'extérieur. Et là, il se dit, merde, je suis coincé, alors je ne vais pas mourir de faim parce que la nourriture congelée, il y en a. Mais par contre, moi, je ne suis pas équipé. Je ne vais pas pouvoir rester là. Il n'y a personne, a priori, il n'y a personne qui descend dans ces containers. Donc, je ne vais pas tenir. Il y a 15 jours de traversée, je ne vais pas m'en sortir. Sur lui, il avait une paire de clés, un trousseau, et il a gravé dans le plancher du container un petit mot à sa femme, en lui disant qu'il l'aimait et qu'il savait qu'il ne s'en sortait pas et que voilà, c'était les risques du métier ou je ne sais plus, mais il lui a laissé un petit mot. 15 jours après, le bateau arrive dans le sud, on descend et on décharge tous les containers et on trouve un cadavre dans ce container. Autopsie, parce que du coup c'était en international, etc. Et pas de surprise, mort par hypothermie. Et là, le capitaine, il dit, mais il y a un truc qui n'est pas logique. Parce que dans ce container, les moteurs des frigos étaient en panne. Donc il faisait 13-14 degrés dans ces containers. Il n'y avait aucune raison qu'il meure de froid. Ça veut dire que, encore une fois, la façon dont vous interprétez la réalité, elle est capable d'avoir un véritable impact physiologique. Donc là, il aurait fallu qu'il change son système de pensée et qu'il pense qu'il faisait un peu plus chaud. Ça l'aurait peut-être aidé à rester en vie. Ou pas. Mais en tout cas, la réalité, c'est ça. C'est qu'il n'y avait aucune raison qu'il meure de froid, et il est mort de froid. Il en était persuadé. Et d'un autre côté, votre cerveau est aussi très obéissant. Alors vous connaissez tous le fait que votre cerveau n'enregistre pas la négation. Si je vous dis, évidemment, ne pensez pas à un éléphant rose, la première image qui vous vient à l'esprit, c'est l'éléphant rose. Donc il n'entend pas. Donc quand on dit à un joueur, fais pas la faute, le premier truc qu'il va faire, c'est la faute. Donc si vous êtes manager, pensez à la façon dont vous communiquez à vos équipes. Ne fais pas ça. Bah si, il va le faire. Parce que lui, il ne l'entend pas, il ne le fait pas. Donc trouvez les mots qui conviennent, qui sont positifs, qui sont dans l'action. Et votre cerveau est très obéissant. Déjà, parce qu'il répond à toutes vos questions. Il ne peut pas s'empêcher. Si vous lui posez une question, il va chercher tous les moyens pour y répondre. Donc choisissez bien vos questions. D'où ma phrase de tout à l'heure. Comment je peux apprécier encore davantage le côté extraordinaire de ce que je vis maintenant. Et il est très obéissant parce que quand vous lui parlez, il exécute. Je vous donne l'exemple. J'accompagne une jeune escrimeuse qui a fait les championnats du monde l'année dernière et qui est arrivée en quart de finale. Puis je lui demande de me raconter son tournoi. Et elle me dit, c'était un truc super éprouvant, j'avais des matchs de dingue, j'étais crevé, et puis en quart de finale, je suis tombé contre la championne du monde. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, etc. Et je lui dis, alors, comment ça s'est passé ? C'est des matchs en 15 points, et en 15 touches. Et elle me dit, je mène 14-10, c'était un truc de dingue, c'était ultra physique, etc. Et je dis, alors ? Et là, elle me dit, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Elle a perdu 15-14.
elle avait qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Elle menait 14-10, elle perd 15-14. Si elle s'était dit, allez, encore une touche et c'est fini, peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle aurait gagné 15-14 ou 15-10 ou autre. Mais elle s'est dit, j'en peux plus, c'est mort, je suis fatigué, j'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Ben, ça s'est arrêté, hein. Elle n'a plus rien touché. Ça, au quotidien, vous le vivez tous les jours. Vous vous en rendez même pas compte. Mais dès que vous vous parlez, dès que vous allez au boulot, dès que vous parlez à un collaborateur, dès que vous parlez à un client, vous n'imaginez pas le nombre de messages que vous passez comme ça. Donc c'est important d'en prendre conscience. Bon, vous voyez, ça fait un paquet d'exercices pour aller chercher d'où viennent les croyances, d'où viennent les émotions, d'où viennent ce qu'on dit, etc. Pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là, etc. Et donc on peut modifier tout ça. Alors j'appelle ça le ROC, la représentation objectif comportement. La représentation, c'est ce que je me dis. Souvenez-vous avec cet exemple de la dictée, enfin la poésie que j'ai racontée dans la salle. Je me suis dit que j'ai raconté ça s'est pas bien passé, ils se sont moqués de moi. Donc aujourd'hui, je vais prendre la parole ce soir. Et en fait, pourquoi moi? Qu'est-ce que je vais leur dire? J'aime pas ça. Je pense qu'on va se moquer de moi, je sais pas ce qu'ils vont dire de moi. Donc ça, c'est ma représentation de la réalité. Du coup, l'objectif, c'est, bon, pour faire plaisir à Julien, je vais venir, et je vais faire mon truc, le plus rapidement possible. Je vais éviter de les regarder dans les yeux, et puis dès que c'est fini, hop, prendre mon manteau et je m'en vais. Ça peut être la façon dont je vais réagir, en fonction de cette pensée d'origine, cette représentation. Et puis, je peux très bien me représenter les choses en me disant, chouette, on me fait confiance, on me demande de parler de mon bouquin, on me demande de parler de ce que j'ai mis dedans, de ce que je peux apporter aux autres. La représentation, ce que je me dis, c'est top. Génial. Du coup, mon objectif, ça ne va pas être la même chose. Mon objectif, ça va essayer de vous convaincre le plus possible que votre cerveau est capable de faire de grandes choses, que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour être champion du monde de votre propre monde. Et je vais tout faire pour essayer de vous convaincre. Et physiquement, je vais y aller. Et puis s'il faut que je descende pour vous convaincre, je viendrai. Et j'irai vous prendre par le col pour vous dire, faut y croire. Non, je n'irai pas jusque-là, mais je trinquerai plus facilement avec vous après. Mais voilà, l'attitude ne sera pas du tout la même. Donc vous pouvez choisir de penser différemment. Encore une fois, pensez à la balançoire, positif, négatif. Toutes les choses positives ont l'équivalent en positif. Donc vous pouvez choisir tout ça. C'est ce que je vous explique dans ce livre. La performance d'une vie, j'aurais pu l'intituler « Transformer les douleurs du passé en force d'aujourd'hui ». Avec mon expérience, ce que j'ai vécu, qui est ni pire ni mieux que ce que tout chacun a vécu ou a pu vivre, mais c'est comment je transforme la maladie, le deuil, l'addiction, la dévalorisation, etc. Comment j'en fais une force plutôt que de rester campé sur des trucs où j'aurais pu me dire « je suis pas premier, donc je suis nul ». Et ma vie aurait pu être comme ça. Mais j'ai pris conscience de ce que c'était et que je pouvais décider de voir les choses autrement. Alors, en conclusion, la vie elle est facile, hein, elle est simple. Vous pouvez décider d'être spectateur. Je disais tout à l'heure, il y a le mindset de croissance et le mindset fixe. On peut décider de rien changer. Si ça vous convient, changez rien. Et puis vous pouvez décider d'être acteur de votre vie. C'est-à-dire de modifier ce que vous pouvez modifier. De modifier la pensée d'origine. De modifier ce qui peut vous permettre de vivre les choses le plus sereinement possible. De décider que le stress, il ne vient pas de l'autre, mais que ça vient de moi. Ça vient de ma représentation, de l'estimation que j'ai de moi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
J'ai été super clair. Oui. Vous nous avez parlé essentiellement du niveau individuel. Est-ce que vous avez une déclinaison de votre présentation ou des recommandations au niveau d'une équipe, que ce soit une entreprise par exemple ou sportive? Oui, bien sûr. Je travaille principalement avec des sports co, aussi beaucoup au volley, entre autres. Et dans une équipe, c'est la capacité à mettre l'individu au profit d'un collectif. Donc, il y a tout ce côté connaissance de soi de l'individu, connaissance du manager de ses équipes, pour pouvoir faire et construire une équipe avec une cohésion d'équipe, une identité d'équipe. Ça se décline un petit peu, on utilise les mêmes choses, mais on va le faire d'une manière plus globale. On va intégrer des autres éléments. Je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas plaire à tout le monde. Un entraîneur ou un manager qui va prendre la parole devant une équipe, il va tenir un discours, le même à tout le monde. Chaque individu va l'entendre à sa façon, avec ses propres filtres, en fonction de sa propre histoire. Toute la difficulté du manager ou de l'entraîneur, c'est ça. C'est-à-dire que pour le même discours, je sais que lui, ça va le booster, lui, ça va lui passer au-dessus, et lui, ça va le défoncer. Le même discours, les mêmes mots, le même ton, la même chose. Pour ça, il est ultra important de connaître ces équipes. Pourquoi, dans le sport, pendant le Covid, les équipes de sport ont moins souffert que les entreprises? Parce qu'un entraîneur connaît la vie de ses joueurs, connaît un peu plus ses joueurs pour savoir à quel moment son joueur pète un plomb, à quel moment, au contraire, il est en baisse de confiance complet, à quel moment il peut le rattraper. Parce qu'il connaît, il sait que dans sa vie, il y a telle ou telle situation, qu'il vit bien ou pas bien, qu'il a vécu ça et qu'on peut le rattraper en faisant telle ou telle action. En entreprise, il est malvenu, socialement, ou en tout cas sociétalement, je ne sais pas comment je peux le dire, mais en France, voilà, de trop s'intéresser à la vie perso de nos salariés ou de vos équipes. Ça ne se fait pas. Il y a même des écoles qui disent surtout pas. Mais au contraire, il faut être capable de ne pas s'immiscer, parce qu'aujourd'hui, on pense qu'un manager qui s'intéresse trop, il peut l'utiliser contre soi. Mais c'est important de savoir que quand je vais donner une prime à quelqu'un, eh ben, il ne va pas le prendre comme étant quelque chose une critique. C'est-à-dire que si la personne a une telle estime d'elle-même, qui est mauvaise, qui estime qu'elle ne mérite pas cette prime, si vous lui donnez quand même, elle va penser que vous vous foutez d'elle. Et ça, je l'ai déjà vu. Dans une équipe, c'est hyper important d'être capable d'adapter son discours. Pour adapter son discours et pour créer une cohésion d'équipe, il faut avoir ces fameuses valeurs communes. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens, avec la même vision. On revient à la méthode de la vision. Ensuite, il faut avoir une identité. Pourquoi les équipes de sport ont des noms, les corsaires, les buffalos, les machins? Parce que ça leur crée une identité derrière qui se décline en valeurs. Dans une entreprise, il est important de faire vivre les valeurs ou l'identité de l'entreprise par les valeurs. Donc ça, c'est aussi un job de manager vis-à-vis d'une équipe. Et puis derrière, il y a tout ce qui va décliner de ça. La cohésion d'équipe, c'est d'identifier le leader, d'identifier celui qui, dans ce domaine, peut apporter sa pierre à l'édifice. Comme dans une équipe, il y a des remplaçants, il y a des joueurs qui sont titulaires, il y en a qui ne le sont pas. Et puis sur le match d'après, le remplaçant, il va être titulaire. Pourquoi? Parce qu'il a des qualités dont on a besoin pour compléter le collectif à ce moment-là, par rapport à l'adversité. En entreprise, c'est pareil, il y a des gens qui ont des qualités. Tout le monde a son unicité et a son rôle à jouer dans une équipe, mais ça, il faut que le manager les aide à en prendre conscience. Donc il y a un vrai boulot d'intérêt à l'individu, encore une fois, pour faire progresser le collectif. Moi, j'ai quitté L'Oréal parce qu'on m'a dit, moi, les équipes, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la rentabilité des magasins. On est une boîte d'actionnaires, il faut que ça crache. J'aurais dit, ça m'intéresse pas. Moi, je veux développer les gens. Je veux révéler leur potentiel. Et quand ça sera fait, vos magasins, vous pourrez leur demander n'importe quoi, ils vont tout casser. Enfin, tout exploser. Enfin, être super performant. Je fais le choix des mots, vous avez vu.
Donc, c'est ça. Professionnel, enfin, en collectif, nos actions, elles sont là-dessus. Et vos actions de manager, elles sont là-dessus. Si vous êtes manager. J'ai répondu? D'autres questions? Oui. Alors, c'est pas forcément par rapport à quelque chose que tu as dit ce soir, mais peut-être plus de ce que j'ai pu lire dans le livre. Il me semble qu'à un moment dans le livre, il est question de... Voilà, quand on veut gagner, alors que ce soit un sportif ou n'importe qui dans le monde professionnel qui voudrait remporter un contrat, quand on veut gagner, on peut se concentrer et visualiser la victoire, le résultat, etc. Et on peut utiliser aussi la visualisation positive. Et il me semble que ce que tu expliques aussi dans ton livre, c'est que parfois, par contre, si on se focalise trop sur le résultat, on peut obtenir l'effet complètement inverse, et donc un peu ce que tu décrivais tout à l'heure avec le joueur de tennis qui va du coup se tendre en fait, et finalement il va perdre. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est cette limite, cette nuance, parce que moi aussi je ressens ça parfois, j'ai l'impression que parfois je veux tellement gagner qu'en fait je joue mal. Ouais, vous connaissez le plus gros problème là en ce moment en France des sportifs qui préparent les Jeux, c'est que une fois les Jeux passés, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'ils vont? C'est quoi leur objectif? C'est quoi leur ils sont en train de tous cravacher comme des dingues pour obtenir la qualif aux Jeux, voire une médaille aux Jeux. Et la grosse erreur, c'est qu'ils ne prévoient pas derrière. Mais les Jeux, c'est un élément du chemin. En fait, c'est ça qui est important. Les objectifs de résultat, quand on est compétiteur, évidemment qu'on veut gagner. On n'en parle plus. Évidemment qu'on est là pour gagner. Quand on tient une boutique, évidemment qu'on veut être rentable. Quand on tient une boîte, évidemment on veut développer du chiffre d'affaires. Ça, c'est acté. C'est plus la peine d'en parler. Par contre, ce qui est important, c'est le chemin. C'est comment on fait. Par quelle étape on va passer? Vous définissez votre vision. Les Jeux, c'est bien. Mais derrière les Jeux, il y a quoi? C'est quoi là? Comment je fais pour aller à l'étage en face de moi? Est-ce que je prends l'escalier qui a 32 marches? Est-ce que je saute directement en essayant de la gripper, la rambarde, etc. Ou est-ce que je vais accrocher un truc et que je vais grimper autrement? Peu importe, l'objectif c'est d'arriver à l'étage. Si je me sens capable de sauter directement, pourquoi pas? Mais tout le monde ne sera pas capable d'y aller en sautant directement. Il faut que j'accepte que de temps en temps, il y a des gens qui prennent les marches. Là, c'est pour les équipes. Si vous avez cette vision, quand vous êtes sur un panorama absolument incroyable, et que vous avez les montagnes, etc., et vous dites, ah ben là-bas, c'est là où je voudrais aller. Ouais, mais entre les deux, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Puis ça fait ça, puis ça fait des trucs... Mais vous le savez, parce que vous l'anticipez, parce que c'est sur le chemin. Le chemin, il y a des obstacles. Le chemin, il y a des montées. Et il y a aussi des descentes. Il y a des moments où ce sera plus facile. Il y a des moments où ce sera plus compliqué. Et on le sait. Donc l'objectif, c'est une direction. Dégager l'objectif de résultat. Qui a fait des résolutions pour la nouvelle année en disant « Ah, je vais perdre 5 kilos. Je vais me remettre au sport. J'arrête de boire. » C'est quantifiable. Et souvent, ça ne tient pas. Souvent, ça ne tient pas. J'en perds 1, j'en perds 2, j'en perds 3, puis après, il est loin le 1er janvier. Par contre, si c'est la vision de perdre, que je n'ai pas forcément quantifié, pour me sentir bien dans mon corps, là, c'est différent. Le coureur qui prépare son marathon, évidemment, il a envie de le terminer. S'il est expérimenté, il a même envie de faire un temps. Pendant qu'il s'entraîne, il pense qu'à une chose pour tenir l'entraînement. C'est le marathon le jour J. Et le jour J, il pense qu'à une chose, à la totalité de ses entraînements. Et il profite du chemin qu'il a parcouru pour se dire maintenant, je suis en compète et maintenant je profite. Alors qu'en compète, il en a chié. Pour obtenir le résultat le jour du match. Et en fait, il est là le truc, c'est que il ne faut pas s'accrocher à un objectif de résultat. Pour moi, un objectif de résultat est une conséquence du chemin. C'est la conséquence. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les objectifs SMART, les trucs. C'est OK, c'est bien pour les entreprises qui ont besoin du SWOT, du machin, du truc. OK.
Mais le pourquoi on fait les choses et le où on va, d'une manière globale, est bien plus important que tout ce qu'on va mettre en place comme outil à côté de ça. Pour moi, des objectifs de résultat sont des KPI. C'est des outils pour contrôler le chemin. Vous pouvez avoir des objectifs de résultat tout au long du chemin. Et il faut en avoir pour rectifier la ligne, pour se dire on est en retard, on est en avance, etc. Et là, on s'adapte. Ça répond? D'autres questions? Merci. Tu as parlé du stress et de ses origines qui sont une représentation de ce qu'on peut se faire d'une situation de nos propres capacités. Seulement, il y a des fois, qu'on le veuille ou non, qu'on se prépare ou pas, on va le subir. Voilà. On doit faire une allocution devant un large public, et là on est sur scène, et malgré tout, ça nous prend au trip, ça nous prend... t'as cet effet tunnel qui commence à apparaître. Comment tu redescends dans ces cas? Tu le sais que c'est une simple représentation, que tu connais ton texte. Et pourtant... C'est quoi ton pouvoir à ce moment-là? Je peux parler. De respirer. C'est la respiration qui va rééquilibrer ça. Physiologiquement, c'est la respiration. Tu peux associer la respiration à une imagerie qui va t'aider. Les sportifs, ils l'associent à de la musique. Et ils se plongent dans des trucs. Il y a Tony Robbins, il fait 3 petits sauts sur son trampoline avant de rentrer sur scène. Bon, il y a 12 000 personnes, donc après, chacun son stress. Mais moi, je fais ma cohérence cardiaque dans la voiture, en venant. Je sais que je fais mes 5 minutes de respiration, etc. Et en même temps, je visualise depuis ce matin que ça va bien se passer. Donc il n'y a pas de raison. En fait, c'est évidemment tout est susceptible de stresser à un moment ou à un autre si on laisse le stress prendre le dessus, prendre le contrôle. Ça veut dire qu'à un moment, on laisse cette perception s'amplifier. On la laisse faire. Et puis nous, on reste à notre niveau en se disant, bah, au final, moi, je ne monte pas plus parce que je ne me dis pas de choses valorisantes qui vont monter mon estime ou monter ma confiance. Donc, il y a la respiration qui me permet de revenir ici et maintenant, parce que mine de rien, ce stress de prendre la parole devant tout le monde, c'est une projection du futur. C'est au moment où je stresse, je ne suis pas encore dans la salle. Donc je projette que je vais stresser. Je projette que ça ne va pas bien se passer, qu'ils vont me regarder de travers, etc. Je projette le regard de l'autre. Mais ça ne se passe pas à l'instant où je stresse. Quand je commence à stresser. Après, sur scène, bah, pourquoi pas un petit temps de pause, je bois un coup, je pose tout. Si mon expiration est plus longue que mon inspiration, je ralentis mon rythme cardiaque. Si mon inspiration est plus longue que l'expire, là j'active. Donc je vais tout faire, si je sens que le stress monte, pour qu'à chaque fois que je respire, je vais expirer plus longtemps. Et ça va maintenir un niveau un peu plus bas, plus longtemps. Après, évidemment, quand vous êtes sur scène, il peut se passer plein de choses. Et là, c'est les pensées qui font que le stress arrive. Et pour chasser les pensées, on respire pour revenir maintenant et choisir sa pensée. Mais ça ne se fait pas comme ça. C'est du travail. C'est comme un préparateur physique, pour gagner 10 cm de détente, il va vous faire bosser 3 fois par semaine pendant 3 mois sur des exercices différents. Bah, mentalement, pour reprendre un peu le contrôle de ce fonctionnement de pensée négative qui nous protège, et c'est tant mieux, mais on n'est pas obligé de le subir en permanence. Sur les 60 000 pensées par jour, on en a quand même 95% qui reviennent du jour au lendemain, c'est les mêmes, et qui sont négatives. Donc on a de la marge pour pousser un peu, on peut les pousser les 95%. Voilà, donc utilise tes pouvoirs. Respiration et imagination. C'est bon? Tu testeras puis tu me diras. D'autres questions? Pour info, je prends la carte bleue. J'ai mes bouquins qui sont à vendre dehors. Et j'ai une petite boîte qui prend la carte bleue. Voilà. Merci de votre attention. Ne termine pas encore, attends. On a une question, parce qu'on avait une 40aine de personnes qui étaient en visio également. Et donc, on a une question ici. J'ai envie de dire question ouverte. Tu me diras si
si la réponse est pour toi. Quand est-ce que l'État va mettre en œuvre toutes les connaissances sur la nutrition, la pensée positive et le mental, la cohésion d'équipe, pour enfin former de futurs concitoyens bien câblés et ambitieux? Alors, moi, le seul truc sur lequel j'ai quelques infos, c'est que je sais qu'aujourd'hui, en termes de prépa mentale, les choses bougent grâce aux JO en France cette année. C'est-à-dire qu'à l'INSEP, ils ont mis en place tout un tas de choses. Ils ont verrouillé, cadré auprès des fédés, auprès des institutions, plus d'interventions comme la mienne pour sensibiliser les plus jeunes et intégrer ça de plus en plus. Après, je ne sais pas. À l'école aussi. Dans les grandes écoles, effectivement, j'interviens dans différentes écoles de commerce, comme l'ESCA par exemple, ou l'EM Normandie, où effectivement il y a des sollicitations pour pouvoir préparer les futurs entrepreneurs. Merci. Pas d'autres questions? Merci de votre attention. Merci à toi. Profite de ce moment présent. Ouais, je kiffe. Merci à vous tous. Et puis maintenant, je pense qu'on peut se retrouver juste derrière les portes. Donc tu vas respirer, c'est ça? Et kiffer tous ensemble. Et kiffer tous ensemble, exactement. En buvant un coup. Merci à vous.